Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. J'ai déjà tendu mon micro à plusieurs femmes qui luttaient ou luttent encore contre un cancer du sein. Mais quand ce putain de cancer gagne, quand il emporte celle qu'on aime, qui reste-t-il pour témoigner, pour faire vivre leur mémoire, leur lumière, leur combat ? Aujourd'hui, c'est Vahag qui prend la parole, car il nous a écrit pour nous dire combien il avait besoin de nous parler de sa femme, Altaïna. Alors bien sûr, j'aurais préféré le rencontrer dans d'autres circonstances, mais ces mots m'ont tellement bouleversée que j'avais envie qu'il nous raconte cette histoire magnifique, lumineuse, forte et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pleine de vie. Une vie remplie d'un amour pur entre elle et lui, une vie de voyage improvisée, joyeuse, tellement belle et facile, couronnée par la naissance de leur petit garçon Ohan, arrivé comme une évidence. Et puis, comme si tout était trop beau pour continuer, cet alignement parfait s'est soudainement écroulé avec le diagnostic tardif d'un cancer du sein triple négatif, très agressif. Dans cet épisode, Vahag retrace l'existence trop courte avec sa belle Alta et témoigne à la fois pour lui rendre hommage, mais aussi parce que les voix des hommes veufs sont rares et qu'il aurait aimé entendre des pères comme lui pour pouvoir puiser de la force dans leurs récits. Ce qu'il partage ici, c'est un hommage vibrant à une femme solaire, une mère, une amie, une amoureuse de la vie qu'on aurait tellement aimé connaître. Et c'est aussi le chemin d'un papa courageux qui avance avec son fils dans les bras, porté toujours plus haut par l'amour d'Altaïna. Attention, cet épisode traite du sujet du cancer et du décès d'une jeune mère. Il raconte également une interruption médicale de grossesse. Il est donc à écouter dans les meilleures conditions possibles. Merci. Bonjour Vahag. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir fait le trajet depuis Bordeaux, les bras chargés de cannelés. Alors Vahag, je suis ravie d'accueillir un homme dans ce studio. Ils ne sont pas très fréquents, mais je suis toujours contente de discuter avec des hommes. Et c'est vrai que quand on a reçu ta candidature, c'était d'autant plus touchant que l'auditrice de Bliss, c'était ta femme. Et qu'on va beaucoup parler d'elle aujourd'hui, mais elle n'est plus là. Et donc, toi, t'es arrivé indirectement par elle. Donc, voilà, c'était très beau de recevoir ton mail et ton histoire et de se dire que c'était un épisode pour penser à elle, pour lui rendre hommage et pour célébrer la femme et la mère qu'elle a été. Alors Vahag, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Tu vas me donner ton prénom, ton nom, ton âge, D'accord. D'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. Est-ce que tu avais déjà entendu ce petit questionnaire au début des épisodes? Un petit peu, donc oui, non, ça va. Je vais t'aider, je vais te guider. Oui, alors du coup, je m'appelle Vahag, Assatrian. Donc c'est d'origine arménienne, des origines qui sont très importantes pour moi. J'ai 38 ans, très bientôt 39. T'inquiète, ça arrive à des gens très bien. Ça va bien se passer. Et j'ai un fils qui s'appelle Ohan, toujours d'origine arménienne aussi le prénom, et qui a 4 ans et demi, qui va avoir 5 ans là dans 2 mois. Ohan qui m'a fait un petit dessin. Merci Bliss, Ohan. C'est trop chou. Ouais. C'est la première fois qu'un enfant me fait un dessin. D'accord, ok. Et donc, je suis très touchée. D'ailleurs, je voulais aller le mettre derrière toi. D'accord, il sera trop content. Voilà. Et voilà, on est deux. Et puis après, le reste de ma famille, ma maman, mon frère, voilà. J'ai pas de papa. Et puis voilà. Et puis j'ai le papa d'Altaïna aussi. Le papa d'Altaïna. Voilà, ouais. Et donc, Ohan a une maman. Une maman, la meilleure de toutes. La meilleure de toutes. Altaïna. Ses parents sont artistes, les deux. Okay. Donc, ils ont inventé un prénom qui était... le prénom de leur fille. Okay. Et qui était, du coup... c'était... Enfin, moi, je trouvais ce prénom trop joli. Et en c'est plus, très joli. Ouais. La maman d'Ohan, qui était donc ta compagne, et qui est partie
il y a 2 ans. Bientôt 2 ans. Ouais. Ok. Tu habites où avec ton petit garçon Vague? Là, j'habite à Bordeaux. Ouais. Ça va faire bientôt 2 ans parce qu'elle est amoureuse des Landes, voilà, de cette région-là. Ok. Et c'était un projet qu'on avait, À terme. voilà, à terme tous les deux avec Ohan. Et du coup, on est parti s'installer là-bas. Vraiment juste après qu'elle soit partie. Ok. Les choses se sont accélérées. Moi, c'était pas vraiment prévu, mais dans ces moments-là, on écoute beaucoup son cœur et surtout on pense à son enfant, ce qui sera le mieux pour son enfant. Donc c'est ce que j'ai fait en pensant évidemment à Alta et à mon fils. Voilà. Et tu fais quoi à Bordeaux? En fait, moi j'ai une boîte à Paris dans l'événementiel qu'on avait monté tous les deux d'ailleurs avec Alta. Donc nous on a nos équipes et puis il y a le papa d'Alta qui m'aide, voilà, lui qui est sur Paris. Okay. Et moi ma priorité de toute façon c'était de m'occuper de mon fils. Ouais. Alta elle disait toujours, mais chérie on n'a pas le temps de travailler. Et du coup notre priorité franchement c'était pas vraiment de travailler, c'était je vais pas dire vivre parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui vivent, c'est pas ça, mais en tout cas nous c'était pas la vision qu'on avait en tout cas de la vie et c'était pas central. C'était pas central, non. Et j'ai un peu continué sur cette philosophie-là et surtout de me concentrer sur Anne. Et alors tu portes un très joli t-shirt. Oui, Alta Vida, ouais. pour celles qui n'ont pas l'image. Alta Vida, tu me raconteras l'histoire peut-être tout à l'heure, mais c'est un t-shirt créé après le départ d'Altaïna. Ouais. C'est très joli. La vie haute, hein, c'est ça? La grande vie. La grande vie, pardon. La grande vie, ouais. Ok, j'ai l'impression que ça va être un peu le fil rouge, l'envie de vivre. Tu sais, je demande toujours à mes invités comment elles ont rencontré leur conjoint, leur conjointe. Alors, évidemment, j'ai envie de savoir comment tu as rencontré Altaïna et à quelle époque? Je l'ai rencontré, ça fait un peu plus de 10 ans. Je sortais d'ailleurs d'une relation qui avait duré plus ou moins 4 ans. Et du coup, j'allais dans un bar qu'un ami gérait, qui était dans le 9e, qui s'appelle Paris. Voilà, à Paris, qui s'appelle Chez Bouboule. Chez Bouboule. Okay. je précise Bouboule parce que il y a un terrain de pétanque dans le bar. D'accord. Voilà. Et moi, j'y allais un peu tout seul parce que j'avais mes amis souvent un peu sur place. Et j'ai un de mes amis qui m'appelle et qui me dit t'es où? Je dis je suis chez Bouboule. Il me dit écoute, moi je viens, je suis avec des amis. Et puis dans le groupe, il y avait Altaïna, du coup, avec sa jolie robe rouge, je me souviens très bien. Et puis en fait, très vite, on se met à parler tous les deux. Et puis en fait, on s'est pas lâché de la soirée. On a discuté toute la soirée, de tout et de rien. En fin de compte, on n'a même pas vu la soirée passer. Est-ce que vous avez joué à la pétanque? On n'a pas joué à la pétanque. Même pas. Non, on n'a même pas parlé aux autres. En fait, vraiment, vous étiez dans votre bulle. Ouais, on était dans notre bulle, ouais. Et toi, tu te souviens avoir flashé sur elle ce soir-là? Alors, je sais pas si c'était un flash, parce que je sais qu'on en a reparlé souvent. On disait que je pense que nous, c'est pas vraiment une histoire de coup de foudre. Je pense que notre amour, il est monté. Il a pris le temps qu'il fallait. On a vraiment appris à se connaître. On a vraiment pris le temps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce soir-là, du coup, je la raccompagne. Je lui dis, je te raccompagne à la maison. Non. Un peu de gentleman, quoi, on va dire. Bien sûr. Elle me propose de monter prendre un dernier verre. Ok. Voilà, je refuse. Tu n'es pas du genre à coucher le premier soir. En tout cas, avec elle, je voulais que ça se passe un peu différemment. Je sais pas, je chantais un truc comme quoi. Fallait que... Vous vouliez prendre votre temps. Ouais, voilà. Tu voulais prendre ton temps, en tout cas. Parce que elle voulait te faire monter chez elle. Elle était plus entreprenante. Ouais. On en rigolait parce que quand moi je racontais cette histoire et qu'elle était à côté de moi, elle disait ouais, je te proposais par politesse et tout. Elle assumait pas trop, mais bon, voilà. Elle en était où, elle, à l'époque? Parce que donc toi, t'étais célibataire. Ouais. Après une longue relation quand même, parce que 4 ans, c'est pas rien, surtout à cet âge-là, parce que vous aviez 28. 27-28. Moi, j'avais 29 ans, et elle avait 26. Et elle en était où alors? Elle était célibataire à ce moment-là. Elle travaillait à la Sorbonne. Ok. Donc dans les échanges internationaux avec l'Amérique latine, etc. D'accord. Et du coup, elle voyageait beaucoup en plus, donc elle était rarement posée en fait. Elle n'avait pas le temps. En fait, non, elle n'avait pas le temps. Non, elle n'avait pas le temps parce que même si elle disait souvent cette fameuse phrase, on n'a pas le temps de travailler. Quand elle travaillait, elle y allait à fond aussi. C'était une bosseuse. Speed et surtout toujours en rapport avec le voyage. De toute façon, elle adorait ça. Elle était amoureuse de l'Amérique latine. Et donc, c'est vrai que c'était une période, je pense, rare dans sa vie où elle était un peu posée à Paris, un peu quelques temps, voilà. Et donc, tu n'es pas monté chez elle? Non, je ne suis pas monté chez elle. Mais vous vous êtes revus rapidement? Comment ça s'est passé? Je l'ai joué très classique parce qu'on va dire que j'ai fait entre guillemets la règle des 3 jours, comme on dit, voilà. Donc j'ai attendu 3 jours. La règle des 3 jours. Ouais,
Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais C'est-à-dire, on ne donne pas de nouvelles avant 3 jours. c'est ça, exactement. J'ai fait ça. Alors que peut-être tu crevais d'envie de lui écrire, eh ben non. Ouais, C'est quand même fou ça. C'est vrai, parce que surtout que maintenant, quand j'y pense, je me dis, je pense que j'aurais fait ça peut-être différemment aujourd'hui avec la philosophie de vie que j'ai. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, je sens qu'il faut que je fasse comme ça. Ok. Et je l'ai fait. En fait, après le 3e jour, par contre, là, je me suis un peu imposé, un peu plus. Et elle t'a pas écrit pendant 3 jours? Non, non. Elle Alors, elle attendait. m'avait rajouté, à l'époque, c'était Facebook, etc. Donc, Ouais. elle me rajoute sur Facebook, sur les réseaux, voilà. Ok. Mais on se parle pas non plus. Donc, et finalement, au bout de 3 jours, je lui dis ok, rendez-vous à telle heure au restaurant ce soir à telle adresse. Voilà. Et du coup, on s'est fait une très belle soirée, voilà, tous les deux. D'accord. Voilà. Et donc votre histoire s'est installée comme ça, tout Petit doucement. à petit, oui. Ouais. Ouais, parce que même ce soir-là, on a vraiment pris le temps. Vous y êtes allé tranquille, peut-être Tranquillement. parce que vous vouliez savourer aussi, ou je sais pas. Ouais, Qu'est-ce que tu te disais toi à l'époque? Je pense que ce qui me plaisait avant tout, c'était justement le temps qu'on passe avec elle est agréable. Et on prenait le temps, en fait, on a pris le temps. Toi, t'étais comment à cette époque-là, si on se remet dans tes baskets de l'époque? T'avais envie de quelque chose de sérieux? T'avais envie de construire, toi? J'ai toujours, en tout cas, je m'étais toujours imaginé, oui, fonder une famille et Ouais. tout, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que si je pouvais parler aux vagues de cette époque-là, en tout cas, je me dirais, t'as encore un petit genou dans ta tête, t'as encore un petit gars. Voilà, je pense qu'un homme, nous en maturité, on attend encore un peu pour Vous grandir, êtes voilà, un peu à la bourre un peu à la par bourre. rapport à nous. Ouais, On va complètement. pas se mentir. Moi, je suis d'accord, et je pense que justement de tout ce que je peux en sortir, justement de mon histoire avec Alta. Quand je regarde en arrière, c'est comme si, pour moi, quand il y a eu son hommage, je disais, c'est comme s'il y avait moi, c'est un ange pour moi, donc c'est comme s'il y a un ange qui était venu me tendre la main et qui m'a dit, viens, je vais te montrer une autre facette de la vie, comment elle fonctionne, et t'en feras ce que tu veux. Et pour moi, ça a été le plus gros cadeau que j'ai eu de ma vie, ouais, la plus belle chose de ma vie, ouais. Mais c'est tout à fait normal qu'à l'époque, tu ne t'en sois pas rendu compte tout de suite. À 29 ans, ça prend du temps aussi pour se poser. Et elle te renvoyait quoi comme projet de vie? Elle était... Vous avez formulé que vous aviez envie de quelque chose de sérieux? Non. Non. Non, en fait, je pense que c'est ce qui était encore mieux, justement. C'est qu'on n'était pas tant dans la projection. On était vraiment sur profiter de chaque journée, pas trop prévoir les choses. Non, ça a été un peu au jour le jour, voilà, profiter. Enfin, moi, de toutes mes relations que j'ai eues, j'ai senti que j'étais face à une personne déjà qui était vraiment sincère à 1000%, voilà, dans ce qu'elle disait, dans la manière d'être. Il n'y avait pas de jeu, et ça, je trouvais ça vachement bien. Et surtout, et ça n'a pas changé jusqu'à son départ, c'était et même après d'ailleurs, elle me poussait vers le haut en permanence. On se dit souvent qu'on veut changer une personne, il y a des couples qui disent mais il va pas changer, on veut le faire changer, etc. Moi, Altaïna, elle m'a pas changé, et elle avait cette force d'éveiller un peu ce qu'on a déjà en nous. Les bonnes choses, en tout cas, les qui sont là endormies ou qui ont un peu du mal à sortir. Et elle vient, et je sais pas comment, avec sa douceur et sa façon de faire, elle arrive à nous faire sortir justement toutes ces choses-là. Elle t'a révélé, elle t'a élevé aussi. Clairement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un couple, quand on se tire vers le haut, plutôt que l'inverse, évidemment. Donc toi, t'as senti que tu avais affaire à une personne comme ça. Ouais. C'est des personnes qu'on ne croise pas tous les jours. Non. Alors, comment votre histoire a-t-elle évolué? Est-ce que justement, elle qui adorait les voyages, est-ce que vous avez commencé par des voyages Très avant vite. de vous installer ensemble? Je ne sais pas. Ouais, très vite. Ouais. Très vite, on part déjà, on fait des petits week-ends, voilà. Au début, en Europe, voilà, je sais qu'on fait un de nos premiers week-ends un peu en amoureux, c'était à Bruges, voilà, en Belgique. Ça se passe super bien. Et puis, je crois que, je sais pas si c'était le premier été ou le deuxième, mais on prend un gros mois, on part tous les deux au Canada. Alors, j'ai beaucoup voyagé étant petit grâce à ma maman, mais c'est vrai que j'ai eu un peu une période, on va dire, casanier, voilà, qui était un peu difficile à sortir. J'étais dans ma bulle, hein. Moi, j'étais quelqu'un vraiment dans ma bulle, un peu enfermé sur moi-même. Et en fin de compte, voilà, très facilement, en une phrase, elle me dit, vas-y, on va au Canada. De ton canapé. Exactement, de ma zone de confort. Même en voyage, qui moi, normalement, j'ai beaucoup voyagé, j'allais dans les hôtels, des choses comme ça. Elle, c'était, on achète une tente. Alors, puis on n'achète pas la plus grosse tente, évidemment, on achète une espèce de sarcophage. Vraiment, c'était une tente pas plus haute que la table. Ah ouais, elle voyageait à la route. Ouais, vraiment roots. Et moi, c'était pas du tout ma façon de voyager, quoi. Donc, bon, c'était une femme qui rendait les choses, on avait l'impression que tout était facile.
On avait l'impression que tout était faisable. Et du coup, je l'écoute, on y va. On y va. Et ça t'a plu? Ouais. Il se passait toujours quelque chose en plus. Quand j'y pense, on a toujours ri de tout ce qui nous est arrivé pendant les voyages. Et ce que j'adorais, c'était de regarder à travers elle. En fait, quand on voyait son visage s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, on voit on se rend compte qu'on regarde peut-être la vie d'une manière qui est pas la bonne. Alors, en tout cas pour moi. Hein. Et, oui, elle te faisait voir la vie différemment, quoi. Complètement. Elle t'ouvrait les yeux sur d'autres choses. Ouais. Et alors, quand est-ce que tu l'as présentée à ta famille? Donc toi, tu as une famille arménienne, arménienne, c'est ça? Oui, mes deux parents. Les deux parents, ok. Du coup, j'ai une maman arménienne. Ouais. Et puis ma maman, c'est une femme qui prend de la place. Voilà, qui a fait aussi beaucoup de choses pour les femmes aussi en Arménie, qui passait à thé, qui tapait du poing, c'est fou. Les femmes doivent divorcer, nanana, donc qui prend femme engagée. Engagée pour les femmes, engagée pour l'Arménie aussi, voilà. Ouais. Donc je baigne aussi là-dedans. Et ma mère, du coup, pas du tout le même caractère qu'Alta, vraiment. Alta, elle est douce. Ma mère, ça tape sur la table, oui, c'est un peu. Et alors toi, de l'autre côté, tu as intégré quelle famille en rencontrant la famille d'Alta, justement? Je rencontre sa maman, une personne formidable. On comprend en voyant sa maman d'où vient tout ce qu'elle a de bon en elle, vraiment, la douceur, l'envie le regard qu'elle a quand on regarde les choses. Voilà. Après, son papa, c'est d'autres histoires. Ses parents étaient séparés. D'accord. Donc ça s'est fait en 2 temps. Ça s'est fait en 2 temps. La maman, puis le papa. Ouais. Elle avait des frères et sœurs? Non, elle était fille unique. Ouais. Elle avait des sœurs de cœur, Adri, Margot, c'était ses amis, Ses amis comme des sœurs. Ouais, d'accord. Donc, tu as rencontré les parents, tu as rencontré la bande d'amis aussi. Oh là, ouais. Oh là, oui, il y en avait beaucoup. Elle avait beaucoup d'amis, mais en tout cas, c'était la bande des 5. J'avais un peu la pression quand je rencontrais les amis. Ouais, j'ai toujours donné beaucoup d'importance aux amis. Parce que la bande des 5, c'était 5 filles? Ouais, 5 filles. Et elles se connaissaient depuis très longtemps? Ouais. Il y en a depuis la toute petite école. Toute petite. Ouais, vraiment. D'accord. Très entourée par d'autres femmes. Puis surtout, elles ont toutes du caractère, elles sont toutes très indépendantes. Pas facile en oui, d'arriver c'est toujours face à tout un ça. moment. Ce moment où tu rencontres tout l'entourage de l'autre, c'est quelque chose. Et alors, à partir de quand est-ce que vous vous installez ensemble? Tout ça va piano ou est-ce qu'à un moment ça s'accélère? Il y a un moment ça s'accélère. Moi, j'habitais... En fait, ma maman avait un peu coupé son appartement en 2. Elle avait comme un petit appartement dans un grand appartement. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que tu habitais chez ta mère. Non, c'était indépendant. Il y avait vraiment l'entrée de l'appartement. Mais j'étais voisin. Mais oui, j'étais un peu tanguy. Hein. J'ai pas de problème à le dire. Et alors, vous avez pris un appartement en quelle année? Peut-être 2 ans après notre rencontre, on se prend un appart, il me semble. Ouais. Ok. Un studio, on n'est pas dans un gros truc. On est 30 mètres carrés. Mais on s'installe vachement bien. On est quand même assez heureux. On y reste 1 an et demi. En fait, au bout d'1 an et demi, un matin, elle se réveille et puis elle me dit on s'en va 6 mois voyager. Comme ça? Ouais, vraiment comme ça. Vous n'en aviez pas parlé avant? Non. Et mais voyager où? Et du coup, moi, je réfléchis. Je réfléchis quoi? 2 minutes, 3 minutes. Et je dis OK. Et en fait, je crois 2 mois après, on quitte nos boulots et puis on lâche l'appart et puis on s'en va, quoi. Et on s'en va. Mais elle avait pas d'envie particulière de destination? Alors si, en fait, avec son travail, en tout, si on colle un peu tous les morceaux, elle avait voyagé plus ou moins 5 ans en Amérique latine. Sauf que moi, je lui dis, OK, alors on fait ce voyage, sauf que j'aimerais bien qu'on découvre tous les deux. Pour un premier truc comme ça, un premier trip comme ça, on fait une partie du monde que tu connais pas non plus. Et moi, je suis plus attiré par l'Asie. Je dis, vas-y, viens, on va en Asie. Mais donc, vous pouviez quitter vos boulots respectifs pendant 6 mois et... Ah non, on les a quittés. Ah oui, on est sur de la démission. Ouais. Ok, dis donc. Sacrément, c'est une grosse décision. C'est une grosse décision. Mais vous n'avez pas hésité? On n'a pas hésité, non. C'est ce que je te disais, c'est que elle rend les choses faciles. Elle rend les choses atteignables. En fait. Voilà. Et quand j'y repense, je me dis, c'est probablement un des meilleurs choix de ma vie, de l'avoir suivi en tout cas. Donc vous voilà parti pour donc faire un itinéraire dans l'Asie. Ok, génial. Et donc 2 mois après, vous partez? On part en février en 2019, si je dis pas de bêtises. Février 2019, juste avant le Covid. Ouf. Juste avant le Covid. Surtout qu'on part notamment en Chine d'ailleurs aussi dans ce voyage-là, et on part en Russie. Donc quand on regarde ce qui se passe actuellement, on est bien content de l'avoir fait. Alors vous avez fait quoi? Chine, Russie? Ouais. Alors le trajet, l'itinéraire vraiment, c'était en plus on a pris l'avion 2 fois. Et là du coup on fait la Thaïlande, on fait la Birmanie.
On fait le Laos, on fait le Vietnam. Tout ça par les terres, en fait. On prend plus du tout l'avion. D'accord. Ouais. C'était aussi de volonté, ça, de pas trop prendre l'avion? Il y avait le côté, on pensait forcément au côté un peu écologique. Ouais. Et puis au-delà de ça, on voulait... de toute façon, c'est Altaïna. Et puis même moi, je me suis dit, si on fait un voyage comme ça, autant voyager avec les locaux, voilà, les gens qui sont là. On a le temps. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, en fait. Tout par les terres. Donc Vietnam, Chine, on fait la Mongolie. On va en Sibérie, on prend le transsibérien, oh là là. on va au lac Baïkal, on va à Moscou, Saint-Pétersbourg. Ouais. Mon Dieu. Et donc, vous avez fait vraiment 6 mois de road trip? De road trip, ouais, sac à dos. Voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de voyager le plus simplement possible, comme Alta le faisait, et comme elle m'a appris à faire, justement. C'est sûr. Voilà. Donc, vous êtes parti de février à... Un peu avant le 1er juillet, parce qu'en fait, on se marie. Ah oui, parce il y avait un léger truc à faire. J'ai oublié l'étape où je fais ma demande. Mais quand? En voyage? Oui, je fais ma demande en plus un peu sur un coup de tête. En fait, juste avant le voyage, je me dis, allez, je fais faire une bague. Mais vous en aviez parlé? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Mais tu savais que dans l'idée, elle voulait se marier ou pas? Vous aviez déjà parlé mariage, enfant, tout ça? Pas trop, non. Ok. Non, pas trop. Donc toi, finalement, tu commençais à être un peu contaminé par sa spontanéité aussi. Oui, complètement. Je pense que c'était un truc que j'avais en moi et qu'elle a... qu'elle a révélé. Qu'elle a allumé, qu'elle a révélé, ouais, exactement. Ouais. Donc tu l'avais demandé en mariage avant le grand voyage, avant le road trip. Ouais. Ok, et donc vous deviez vous marier l'été 2019. Le 5. Donc vous êtes rentré pour ça. On est rentré pour ça. En fait, elle a même organisé le mariage pendant le voyage. Et alors, c'était quoi l'idée de ce mariage? Alors, ça s'est passé justement vers Bordeaux. Ok. Alors, le thème, évidemment, c'était voyage. Ouais. Par exemple, nos costumes, sa robe, on l'a fait au Vietnam. En fait, pendant le voyage, on a acheté des décos et tout ça, qu'on avait pris des autres pays aussi avec nous. Ah, c'est trop bien. Voilà, on avait fait ça. Voilà. Ah, je trouve ça trop beau, avec plein de souvenirs de vos voyages, quoi. Mais après, c'était un petit mariage. C'est 80 personnes. Mais 80 personnes, c'est pratiquement que des amis. D'accord. Voilà, il y avait quand même vos parents? Moi, il y avait ma maman, évidemment. Ta maman, ouais. Et puis de son côté, oui, il y avait son papa et sa maman. Donc tu me parles de ta maman, mais ton papa, tu l'as connu, tu le connais? Il est dans ta vie? Papa, il n'est pas dans ma vie. Il part quand j'ai 5-6 ans. Et en fin de compte, on le revoit une vingtaine d'années plus tard. Tu l'as revu à 25 ans? Ouais, c'est ça, plus ou moins. Avant de rencontrer Altaïna? Avant de rencontrer Altaïna, ouais. Ok. Et vous avez renoué Non, il est resté, je l'ai vu une semaine. C'était assez particulier. J'imagine. Et en fin de compte, c'était assez fou, mais il décède le jour de mon départ. Donc je suis à l'aéroport, en fait. Ma maman appelle Altaïna. Altaïna se retourne vers moi un peu en pleurs. Ça, c'est pour dire aussi la personne qui prend tout à cœur, Altaïna, vraiment, alors qu'elle ne le connaissait pas. Et puis, bon, elle savait plus ou moins quand même la relation que j'avais avec mon papa. Le jour du départ en road trip? À l'aéroport, juste avant de monter dans l'avion. Ouais. Wow. J'apprends le décès de mon père. Il habitait en Arménie? En Arménie, ouais. D'accord. Donc tu n'as pas pu aller à ses obsèques? Non, en fait, moi je l'ai regardé, j'ai dit, on y va. Hein. Ça ne changeait pas. Je sais qu'avec toutes les histoires que ma mère m'a racontées, c'était un homme qui a fait beaucoup de choses pour son pays, mais en tant que papa, il n'a pas été présent et m'a pas vraiment fait du bien. Donc moi, quelque part dans ma tête, c'était un peu, tu m'arrêteras pas sur ça. Donc j'y vais. Okay. Mais après, Altaïna, à une soirée, on se met au Sri Lanka, on va au bord de la plage, elle tient à faire une petite cérémonie, elle allume une bougie pour mon père, voilà, elle me fait un peu ouvrir mon cœur aussi, donc ça a été... je pense qu'elle a eu raison, non? Oui, parce que clairement. C'est important de s'arrêter 2 secondes sur ce genre d'événement quand même si tu l'avais pas connu. Non, mais c'est important. C'est quand même ton père. Elle sentait tout ça. Ouais. Donc, vous rentrez pour vous marier. Meilleure excuse pour rentrer. Et puis, surtout, je pense que ça vous a évité le blues du retour. Parce que quand tu as voyagé pendant 6 mois, le retour à la réalité, ça doit être quelque chose. Et alors, autour de ce mariage, est-ce que cet engagement a enclenché des discussions autour des enfants ? Alors, de l'enfant, en tout cas. Même notre enfant, ça a été un peu comme tout ce qui s'était passé avant, en fait. En fin de compte, il n'était pas planifié. Non, il n'était pas vraiment planifié. Alta avait décidé Elle était très dans tout ce qui est naturel, etc. Et donc, elle me dit, j'ai plus envie de prendre la pilule. Ça me fait du mal à mon corps. Elle dit, on fait gaffe. Donc moi, je prends ça vraiment très au sérieux et on fait gaffe. Donc on a fait gaffe 1 an et demi. Et alors, est-ce que le mariage, ça a un petit peu fait relâcher l'attention ? Tout a été très rapide parce qu'il y a ce moment-là, on se dit, on y va, on verra bien. Ok, voilà, on fait plus trop gaffe. Sans se dire on en veut absolument, mais on se met pas la pression. Donc on s'est dit,
on y va cool et puis on verra bien. Et bah en fait, ça a été presque d'un coup quoi. Donc, Altaïna est tombée enceinte juste après votre mariage, Juste après, ouais. pendant le voyage de noces. Ouais. Et alors, vous avez fait le test ensemble au retour? Ouais. Tu t'en souviens? Ouais, on l'a fait de ce moment-là près de chez ma maman parce qu'en fait, du coup, nous, on revient de nos voyages, on n'a plus d'appartement parce qu'on avait tout lâché. Eh ben oui, bien sûr. Et du coup, on squatte ce petit appartement de ma maman Ouais. et on fait le test, du coup, juste à côté, dans une petite clinique à côté de chez ma maman. Donc, elle fait cette prise de sang. On sort du truc et elle ouvre la petite enveloppe, là, Ouais. le papier, et puis on sait pas lire. Moi, je sais pas lire, je suis un peu en panique. Et puis elle dit, je suis enceinte. Et là, il y a tout qui s'arrête autour de nous. Je pense qu'on se prend dans les bras et il y a vraiment tout qui s'arrête. J'oublierai jamais ce moment-là. Oh là ça a été là. assez fou. Ça a été assez fou. Qu'est-ce qui te traverse là à ce moment-là? Tu réalises? Non, je réalise pas. Je pense que de toute façon, moi, honnêtement, ça a été assez particulier jusqu'à ce qu'il sorte du ventre de sa maman, en fait, de réaliser Bah ce ouais. truc-là. Mais souvent, j'en rigolais justement avec Altaïna et je disais, OK, peut-être que vous douillez à l'accouchement, mais je dis, toi, tu as 9 mois d'exclus avec notre fils. Et après, ce qui a été génial, c'est que même sur sa grossesse, etc., elle m'a beaucoup montré des choses que je ne connaissais pas, l'autonomie, par exemple. Ah ouais. Elle t'a impliqué et elle puis m'a tu impliqué. t'es impliqué. Moi, je me suis plus qu'impliqué parce que j'ai fait une couvade. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai grossi. C'est moi vrai. qui prenais le poids et elle. C'est ah vrai. ouais, c'était incroyable. Et ouais, moi j'ai joué la carte à fond. Je l'accompagnais à tous les rendez-vous. Je voulais être là pour tout. Et enfin, il y a eu beaucoup de moments où finalement j'étais le seul homme dans certains rendez-vous. Certains rendez-vous ouais. de préparation. Ouais. Elle était suivie où? À Trousseau. Ouais. Elle voulait accoucher le plus naturellement possible. Ouais, sans péridurale. Sans péridurale, chose qu'elle a faite. Waouh. Ouais. Sa grossesse s'est bien passée? Très bien passée. Elle a été incroyable. Je pense qu'on a tous les deux. On était tous les deux à fond sur ça, Ouais. en fait. On était tous les deux à fond. On prenait le temps. C'était vachement bien. Et T'as aimé t'impliquer justement à prendre tout ça, découvrir ce monde parallèle Ouais. des femmes enceintes, Ouais, de la ouais. grossesse, tout ça? Tu c'est- t'es documenté? Comment ça s'est Ouais, passé? bah alors, grâce à elle, encore une fois, Oui. elle était vraiment. Voilà, Elle te disait, alors il faut lire ça, Ouais, il faut écouter les ça, il faut podcasts, regarder etc. ça. Effectivement, voilà, même à l'époque, on regardait, moi je regardais la Maison des Maternelles. Enfin, je sais pas Bah, si je bien peux dire sûr, voilà, bah oui. Voilà, la matrescence, etc. Ouais. Donc, Bliss, évidemment. Et du coup, ouais, moi je découvre vraiment un monde que je connaissais pas du tout. Vous aviez des potes qui avaient déjà des bébés? Moi, oui, de mon côté, parce que bah, moi, on est plus âgé, donc voilà. Alta, non, elle était un peu Un peu la première? la première, si je dis pas de bêtises, mais voilà, elle avait peut-être une amie qui avait un enfant déjà à ce moment-là. Donc, bon, on découvre vraiment Ouais, un peu c'est ça. cet univers-là. En plus, moi, bon, bah, j'ai quand même. Alors, j'ai une maman extraordinaire, hein, si elle écoute un jour ça. Mais on est quand même dans une famille où, enfin, finalement, j'ai quand même beaucoup ce côté. Pas macho, mais on va dire quand même, les hommes, ils font. Oui, ils voilà, s'occupent pas de ça. Et les femmes, voilà, exactement. Oui, Voilà. les hommes ne s'intéressent pas à l'intimité des femmes. En tout cas, voilà, En ils tout vont cas, pas forcément changer les couches, non. etc. Quoi. Mais toi, t'avais pas été élevé par ton père. T'avais Non, été élevé par ma mère. par ta mère. Par ma maman, ouais. J'ai été éduqué par une femme, donc forcément, moi j'ai vu ma maman souffrir de ces histoires. Oui. J'ai vu des hommes faire du mal à une femme, au-delà que ce soit ma maman, j'ai vu le résultat d'hommes qui peuvent faire mal à une femme. Donc j'ai aussi un peu ça aussi en moi, quelque part. J'ai un peu cette sensibilité-là aussi. Bah oui, je pense. Et de ma grand-mère aussi, voilà. Je pense qu'on est quand même dans une famille où les femmes ont beaucoup de place. Ouais, ont de la personnalité. On a de la personnalité et ont beaucoup fait pour la famille, en tout cas. Oui, donc toi, t'es le fruit de tout ça. Je suis un peu le fruit de tout ça et du coup, je me mets à fond dans la grossesse, l'autonomie. Je parle à Juan, en tout cas dans le ventre, je lui parle. Vous saviez que c'était un petit garçon? Vous aviez demandé? Alors, moi, je voulais pas forcément savoir. Et en fait, Alta, elle avait envie de savoir un peu. Ça a été égal, mais elle pensait quand même à une fille. Elle me dit, j'ai le feeling que c'est une fille, voilà, ok. On attend donc du coup la deuxième échographie et finalement la dame qui s'occupait de ça nous le dit un peu sans forcément nous demander quoi. Et du coup, elle nous dit c'est un garçon. Et là, Alta, elle dit, mais vous êtes sûre? Et elle dit, elle dit, sinon je change de métier. Et ça, je n'oublierai pas parce que Alta, à ce moment-là, me regarde, elle me dit, mais j'ai vraiment un feeling de merde. Hein. Et en fin de compte, voilà, on apprend que c'est un garçon, donc très vite, on se dit, on va, avec Altaïna Vague, on va pas l'appeler Patrick ou ça va pas le faire. Ou Louis. Ou Louis. Non, il fallait un prénom à la hauteur de l'originalité de ceux de ses parents. Ouais. Ah oui.
Ouais. Et donc, Ohan, c'est arménien. C'est arménien. Ouais, c'est ça. C'est très joli et Merci. très original. Donc, Alta, elle passe une grossesse nickel. Aucun souci. Elle est en forme. Elle est en tous forme. les examens sont bons. Rien à signaler. Rien à signaler. Donc, une grossesse en plein Covid. Donc, Mhm. vous faites des suivis aussi, j'imagine, à distance. On fait quelques suivis à distance. L'aptonomie, vous arrivez à la faire en présentiel? Ouais, l'autonomie, on arrive à la faire Génial. en présentiel. Au début, je suis un peu sceptique, je pense, Ouais. un peu comme tout le monde. Et puis, en fin de compte, donc je mets ma main, j'essaie d'appeler Ohan, et finalement, il se passe des choses. Et il vient sous ma main, etc. Ah là là, ça Donc, t'a plu? Ouais, c'était magique. C'est magique. Hein. C'est magique. Donc, en tout cas, elle savoure ça. C'est une femme enceinte épanouie. Mhm. Ouais. Ah ouais, complètement. Ça lui allait trop bien. Ouais. Tu l'as trouvée belle? Je la trouvais trop belle. Encore plus, je veux dire. Encore plus. Mais vraiment, encore une fois, elle rendait ça tellement encore plus sublime, encore plus. Je sais pas, quand elle m'a dit sans péridurale, ça, en fait, elle n'avait pas de stress, vraiment rien. Elle essaie d'apporter que du bon à Ohan déjà. Et puis en plus, bah voilà, après, elle a utilisé un peu toutes les cartes qu'elle pouvait, donc du yoga, beaucoup. Bah, elle faisait déjà du yoga, donc évidemment, avec la grossesse, elle en fait aussi. Les framboisiers à boire, etc. La tisane de framboisier. La tisane de framboisier. Ouais. Avant qu'elle accouche, elle se gavait des dattes, elle mangeait des dattes. Ouais. Voilà, enfin voilà, donc tout ce qu'on pouvait faire, elle faisait de la marche tout le temps. Enfin voilà, vraiment tout ce qu'on pouvait faire pour que Ohan soit le mieux possible et sorte le mieux possible. Donc tout s'aligne super bien. Lui, il est bien placé pour sortir aussi. Donc, et alors toi, l'accouchement, tu l'as vécu comment? Ce moment de la rencontre avec ton enfant? C'était assez dingue parce qu'en fait, on va le 13 juin, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc on va au restaurant avec ma maman, mon frère et Altaïna et puis la femme de mon frère. On arrive au restaurant, le serveur nous dit mettez-vous à l'aise. On est en terrasse, on s'installe. Et là, Alta me regarde, elle me dit ouh. Et je dis qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit regarde sous la table. Et je regarde, perte des os. Et le serveur revient, il nous dit ah oui, là, vous êtes mis à l'aise un peu trop, quoi. Je n'en demandais pas tant. Non, exactement. Et du coup, moi, j'essaie de pas paniquer, mais en même temps, je stresse un peu. Je me dis oulala, on savait que c'était. Voilà, mais on s'attendait pas là, quoi. Je pense qu'on s'attend jamais vraiment à ce moment-là. Et je regarde mon frère, je dis j'ai pas la voiture, donne-moi ta voiture, nanana. Donc on y va. Et en fait, on arrive à Trousseau et puis ils nous disent bah franchement, vous auriez pu prendre le temps. Je me dis dans ma tête, elle exagère un peu quand même, il y en avait partout. Enfin bref, on n'allait pas. Et en fin de compte, là, ils nous disent bah non, on va plus vous laisser repartir. Voilà. Donc c'est période Covid, mais moins. Donc toi, tu pouvais être là. Je pouvais être là pour l'accouchement, mais pas dormir avec elle. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, c'était un soir, le 13 au soir. C'était début d'après-midi. Ah, début d'après-midi. Début d'après-midi. Et donc, elle ne repartira pas sans son bébé. Sans son bébé. Et Ohan naît à quelle heure, du coup? Il naît donc le lendemain. Le lendemain, mon Dieu. Donc, un travail long et intense. Intense. Je me souviens, le lendemain, du coup, en fait, elle m'appelle, je crois, vers 6h du matin pour me dire, ça s'accélère un petit peu. Donc moi, 6h du matin, je prends la voiture, j'y vais. J'oublierai pas ce moment où je suis dans la voiture et je fais ce trajet sur le périph' où il n'y a personne, il est 6h du matin. Et là, je me parle à moi-même, je me dis, ça y est, mon petit gars, tu vas être papa. Et je me dis, c'est ton trajet, c'est le dernier en tant qu'homme papa, quoi. Donc, mais oui, c'est fou, ces moments-là. Ouais, c'est assez incroyable. Mais en même temps, je réalise pas encore vraiment. Enfin, jusqu'au moment où j'arrive à l'hôpital, où là, je me dis, voilà, elle est dans la salle où elle va accoucher. Donc là, ça y est, je me dis, ok, ça y est, c'est là. Et je la vois, elle, trop bien, au début, enfin bien, mais elle commence à... Oui, enfin bien, après quand même une nuit entière de travail. Mais plutôt bien, voilà, moi je m'attendais pas à la voir comme ça en fait. Et avec son gros ballon de yoga, etc., pour se mettre dans certaines positions. Et donc là, on commence un peu le truc tous les deux. Et dans ces accouchements physio, le partenaire est hyper impliqué en plus. Ouais, moi je l'ai été en tout cas. Et ce qui a été génial, c'est que la sage-femme a très vite compris qu'on avait notre bulle et qu'elle fonctionnait bien. Et du coup, elle nous laissait gérer les contractions, les trucs ensemble. Alors il y a eu des moments où vraiment j'étais là à lui faire à lui appuyer sur les points qu'il fallait, etc. Autant il y avait des moments me touche pas. J'étais là, mais du coup ça marchait. Et puis elle a été incroyable. De toute façon, elle a été incroyable. Même quand on voit ça en fait, qu'on a la chance d'assister à ça, c'est on se dit que la vie elle est incroyable. Donc la sage-femme vient, je sais pas, au début elle vient une fois par heure, pour regarder. C'est à temps, etc. Donc bon, ok. À un moment, elle se retourne vers moi et elle me dit
Bon, là, soit je suis clairement en train de faire un gros besoin, Ouais. soit il sort. Donc, elle me dit, va, appelle là. Et je l'appelle. Et la sage-femme, elle était extraordinaire parce que du coup, là, elle se baisse, elle regarde. Alta n'est pas dans son lit, elle est vraiment. Ouais. Et elle regarde, elle dit, ah oui, là, il y a les cheveux. Donc, on y va. Et en fait, Alta a à peine le temps de. Elle se lève, en fait, elle se met debout. Elle s'attrape sur le lit, Ouais. mais elle reste debout. Ouais. Et en fin de compte, elle accouche debout. Et Bah, du coup, bien sûr. c'était assez extraordinaire parce que je vois la sage-femme qui se met sous Alta. Alors, l'image que je donne qui est un peu horrible, mais qui est un peu comme vous savez, les garagistes qui se mettent sous les voitures. Ouais. Et clairement, du coup, il y avait cette sage-femme qui était allongée au sol en train de sortir Ohan et qui est sorti en, je sais pas, 10 minutes. Il est sorti comme ça, d'un coup. L'image Et- du garagiste est Ouais, très c'est explicite. assez- Je l'avais jamais vu comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'elle est sur le dos, voilà, face clairement, ouais. à la sortie, quoi. Ah, c'est ça, Pour vraiment vraiment. Ah ouais, récupérer. c'était incroyable. Et du coup, parce qu'on s'imagine les accouchements un peu comme dans les films. Enfin, moi, voilà, c'est ce que je m'étais un peu imaginé. Donc, Mais là, pas les accouchements physio. Non, et du coup, il y a ça. Et puis là, j'entends Ohan. En fait, je vois Ohan sortir, j'entends ses pleurs. Et bah là, évidemment, moi, il m'arrive un truc de fou. Je pleure et je rigole à la fois. J'ai une espèce de fou rire, en même temps, je pleure. Ouais. Je me souviens, les sages-femmes, limite, ne s'inquiètent même pas pour Alta. Elles me regardent, elles me disent, mais ça va, monsieur? Et je suis là, genre, mais oui, ça va. Et juste trop, une bombe d'émotions. Je pense qu'on. Bah, de toute façon, en dehors d'un accouchement, je pense que c'est pas des choses qu'on ressent. Enfin, moi, clairement, c'était la première fois de ma vie que je ressentais quelque chose comme ça. Puis après, voilà, on est trop contents. Il y a Ohan, on est tous les trois. Les sages-femmes, elles nous laissent vraiment dans l'intimité, trop bien. Voilà, je le prends aussi contre moi. Ouais. Torse nu, t'as Ouais, fait du pot voilà, à pot. exactement. Mm. Et puis il y a tout qui s'arrête là. Il y a plus rien qui existe. On est tous les trois. On pense à plus rien. Le temps s'arrête. Et- Tu sais que c'est ça que j'appelle le bliss. Mm. Ouais, Vague. clairement. C'est ça, c'est ce moment suspendu que tu décris où plus rien n'existe. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après, il y a ce moment-là de la naissance que tu as vécu apparemment pleinement, et tu as beaucoup de chance parce que on n'a pas toujours l'occasion de vivre ce moment suspendu. Donc c'est génial, ça veut dire que l'accouchement s'est merveilleusement bien passé et que votre bébé était en pleine forme et que vous étiez en pleine conscience du moment, quoi. Et alors Alta, elle était comment après ça? En pleine forme, comme d'hab, toujours ouais, pratiquement. Vraiment, on avait presque l'impression Comme qu'elle si de n'avait rien pas n'était. accouché, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. de toute façon, pour ça, elle était incroyable. Elle avait une force de vie incroyable. Mais tu sais que c'est ce que disent un peu toutes celles qui ont accouché comme ça naturellement, c'est qu'en fait, une fois que c'est passé, Ouais. alors sur le moment, c'est sûr tu morfles. Mais une fois que c'est passé, en fait, après, c'est presque comme si de rien n'était. En fait, elles repartent en marchant leur bébé dans les bras, quoi. Bah oui, T'es d'ailleurs. beaucoup moins endormi, assommé que quand tu as eu la péridurale. Elle aurait pu rentrer chez vous, limite, dans la foulée, quoi. Ah bah presque, franchement, presque. Et puis en plus, on reste, je crois, à peine 2 jours. Ok. Ouais, parce que bah, tout va bien, en fait. Tout va bien. Tout va bien. Elle l'a allaité, Ohan? Elle a allaité. Ouais. Évidemment, elle a allaité. Alors, encore une fois, on a de la chance. L'allaitement se passe bien. Ok. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, je sais que voilà, Alta, elle essaye, ça marche bien. Ça marche Génial. même très bien tout de suite. Puis voilà, en fait, tout se passe bien. Et le retour à la maison avec petit bébé. Bah, ça y est, la vie, elle change. Hein. Là, je pense que moi, je réalise pas forcément encore que ça y est, c'est pour toujours. En tout cas, ça y est, je suis papa, elle est maman. On est plus ce petit couple un peu foufou. Voilà, on a aussi maintenant, on a un petit gars. Voilà, donc je me souviens que quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais un peu comme un animal sauvage. J'avais juste pas envie qu'il y ait même ne serait-ce qu'une personne qui s'approche d'un mètre de mon bébé. J'étais dans la rue, j'étais vraiment genre personne s'approche. Oui, tu as eu un instinct comme Ouais, ça ouais. de protection très Ouais, fort. ouais, vraiment cet instinct un peu animal qui ressort. Voilà. Et du coup, on rentre à la maison et puis là, c'est trop bien. C'est trop bien parce que pareil, il y a encore le Covid, tout est encore un peu arrêté. Donc vous avez eu tout l'été tranquille, en fait? Tout l'été tranquille et en fait même plus. même plus parce que le boulot reprend petit à petit. Mais du coup, moi, franchement, pratiquement la première année d'Ohan, on a été tous les deux avec Ohan. Quelle chance! Ah ouais, ça c'est génial. Donc tu as pu énormément être présent, t'en occuper, la décharger aussi de plein de trucs. Ah bah moi, de toute façon, comme elle allaitait, et qu'en plus elle a eu c'est 9 mois d'exclus, j'essaie de rattraper un peu le truc. Donc moi, dès qu'il fallait changer la couche, dès que fallait faire un truc,
que je pouvais faire en tout cas, parce que à l'été je pouvais pas, mais le reste, je sautais Tu dessus, prenais quoi. tout. Ah ouais, Tout, je prenais les tout- bains, son premier bain, etc. Ah. C'est vraiment des choses que j'ai fait. Je l'avais enroulé autour d'une serviette, j'avais mis dans l'eau, etc. Comme, T'étais à l'aise pour le manipuler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de manipuler un tout petit bébé comme ça. Toi, moi ça ça allait. va, ouais, ça s'est fait T'étais à plutôt, ouais, ça s'est fait tant mieux. plutôt facilement. Je pense on s'est tous les deux un peu soutenus dans ça. Je pense que même elle, on avait évidemment tous les deux un peu parfois la crainte de peut-être lui faire mal ou quelque chose, mais je sais pas, tout s'est fait tellement naturellement, comme elle avait cette philosophie de vie justement très naturelle, justement, Ouais. les choses elles se sont faites simplement. Il n'y a pas eu de pression. On s'est pas du tout mis des mauvaises ondes ou des choses Ouais. comme ça. Pas de pression Pas ni de stress, d'inquiétude, non. j'ai l'impression. Non. C'était pas Non. quelqu'un Non. d'inquiet, Non. de toute façon, Non, Alta. non, pas Hein. du tout. C'était facile. C'était facile. C'est ce que je disais le jour où j'ai fait l'hommage d'Alta. Pour moi, l'amour le plus beau, c'est l'amour facile. En fait, on a eu un amour facile. On se contredisait pas, on se soutenait tout le temps, on se poussait tout le temps vers le haut. Je lui disais tout le temps oui, elle me disait tout le temps oui. Il n'y avait pas Pas de tension. pas de tension, on n'était pas là. Mais ah bon, t'es sûr? Non, c'était vraiment ok. Et tout marchait en fait, tout fonctionnait. Et ça, c'est quand on vit C'est ça, merveilleux. ouais. C'est une grande chance. Mm. Donc un postpartum de rêve, De tout rêve. comme la grossesse. Tout était au bon endroit. Mhm. Et donc, vous n'avez pas fait partie de ces couples qui clashent après l'arrivée d'un bébé. Non. Ça, le baby clash n'est pas passé par vous. Non, non. Au contraire, ça... J'ai Ouais, l'impression que ça a encore plus consolidé votre amour, quoi. Bah, moi, parfois, mes amis me disaient, par exemple, qu'on est parti 6 mois en voyage. Déjà, tout le monde me disait, on va voir déjà si vous revenez ouais. ensemble. Parce que 6 mois, 24 heures sur 24 ensemble, déjà, c'était une première étape. Donc, non seulement on part 6 mois, on revient, on se marie, on fait un enfant, on monte un business ensemble. Mais Donc, oui. on fait vraiment tout ensemble, en fait. On est tout le temps ensemble. Ouais. Mais en même temps, à côté de ça, pour ce qui est de la vie sociale, en dehors de nous deux, en tout cas, on avait une liberté totale. Quand elle voyait ses amis, moi je voyais mes amis, Oui. on se Vous faisait êtes- confiance, Ouais. on n'avait pas, on savait très bien qu'on avait aussi besoin de chacun nos petits moments. Bien sûr. Et on les respectait ces moments-là justement, j'étais pas trop intrusif, elle non plus, donc c'était vraiment. C'était bien équilibré, quoi. Et tout ça s'est fait sans même de trop de discussions. Il n'y a pas eu vraiment de. Après, évidemment, on s'est disputé, c'est déjà arrivé. Mais même quand on se disputait, on en parlait très vite. On s'asseyait et puis on en parlait tranquillement, sans de jet d'assiette, Ouais. des trucs comme ça. Enfin, Non, voilà. et puis même sans accumuler C'est ça. le ressenti, Mhm. justement, Mhm. et les frustrations, Ouais. et les blocages, tout ça. Donc vous étiez il y avait une très bonne communication entre vous, j'ai l'impression. Ouais. Et alors en termes de couvade, ça s'est passé comment? Voilà, j'ai pris du poids, j'ai grossi. T'as fini à quoi? À plus combien? Je sais pas, mais je pense que j'ai pris au moins 15 kilos, hein, comme ça. Ouais. Bah, j'ai pris pour elle. Elle a pas pris. Elle a pas non, pris. Elle a pas pris. Et moi, par contre, moi, c'était la folie. Ouais. Mon Dieu. Ah ouais, 15 kilos, Ah ouais, c'est de la c'était vraie 15, bonne 10 coupe. kilos. Ah ouais, je mangeais pour elle. Voilà. Ok. Voilà. Bon, donc vous avez eu vraiment des années bénies, on Mhm. peut dire. Mm. Et alors après, à quel moment ça a basculé? Ça bascule en 2021. Donc Ohan a 1 an. Ouais, on Ok. a un an. Entre-temps, on a déménagé. Nous, D'accord. on déménage à Rousier de Touraine, qui est un petit bled, entre guillemets. À quoi? À Rousier? Rousier de Touraine. C'est à côté de Tours. On quitte Paris. Waouh! D'accord. Donc vous avez pris une maison On à la prend, campagne? en fait, on faisait 3 pas, on était dans la forêt. Ah ouais. Et en fait, on apprend que sa maman a un cancer du Ok. poumon. Donc la maman d'Alta Ouais. déclare un cancer Ouais. du poumon. Ouais. Moi, quand je l'ai connue, elle toussait déjà, en fait. En Ah fait, ouais. moi, je sais qu'elle a dit elle avait dit à sa fille qu'elle savait qu'elle avait quelque chose et qu'elle Ah n'avait pas ouais. envie de vivre avec les chimios et les choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu son choix de vie de pas trop... D'accord. mais bon, pour Alta, c'est un coup extrêmement dur parce qu'elle est très fusionnelle. Ah ouais, d'accord. Donc très très Oh là là. proche et donc coup très difficile. Elle me dit bon bah on prend maman à la maison. Moi évidemment comme toutes les décisions qu'on a prises, bah je dis oui. Mhm. D'accord. Donc sa mère vient habiter Ouais. chez vous dans cette maison. Ouais. Et là, son état de santé, Alors 5 mois. 5 Ouais. mois. Elle est partie je crois début décembre ou un peu avant décembre. Donc, Ah oui. ouais, Donc voilà. elle est arrivée pendant l'été. Ouais, Et donc elle a passé toute sa maladie chez vous. ouais.
Elle est jamais allée à l'hôpital? Non, c'était des soins à domicile, donc les infirmières venaient à la maison. On avait tout installé avec des rideaux, une partie pour aussi un peu préserver Ohan quelque part, parce que moi je voulais pas non plus que, on voulait pas qu'Ohan sente un peu aussi ce truc-là. Ohan, c'est la vie, c'est le début de la vie. Bien sûr. Et puis on se retrouve dans 2 ambiances assez particulières, entre un petit bébé qui fait que découvrir la vie, et puis à côté une femme qui est en train de partir. Donc c'est très violent pour Altaïna, ouais. Et pour moi aussi. Et pour toi aussi, oui, parce que du coup, vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est une période un peu particulière. Ohan, il est chez une assistante maternelle qui fait des petites balades en forêt avec les enfants. Donc nous, c'était trop bien parce qu'Ohan était vraiment dans la nature. C'était super important pour Alta. Mais oui, il y a l'épisode avec sa maman qui vient un peu arrêter cette vie idéale qu'on a jusqu'à présent. Ouais. Oui, et puis finalement, vous êtes beaucoup tous les 4, tous les 3 adultes, toi avec ta femme et ta belle-mère, quoi, qui est beaucoup allongée ou qui quand même est un peu avec vous à table, vous partagez les repas. Au début, oui. Et puis oui, après les choses, de toute façon, elles s'accélèrent. Et puis et puis après, Alta, par contre, elle a pas lâché sa maman. Elle a été au pied du lit de sa maman jusqu'au dernier souffle. Oh là là. Ok. Donc ça, c'est en décembre de la même année, en fait. Donc Ohan a 1 an et demi quand sa grand-mère part. Et donc, l'année 2022 démarre endeuillée. Comment elle se relève de ça, Alta? Difficilement. Après, elle fait... comme d'habitude, elle écoute des podcasts, elle prend soin d'elle, elle fait beaucoup de choses comme ça. Et puis surtout, elle décide de continuer aussi les projets qu'on avait. En fait, elle voulait devenir hypnothérapeute. Ok, voilà. D'accord. Donc, elle a commencé une formation. Elle commence une formation à Paris. Elle part, je sais pas, elle fait 2 fois ou 3 fois des sessions d'1 semaine à Paris. Ok. Elle fait aussi une formation de la thérapie des rêves, qui est vachement intéressant. Et pareil, ça, j'étais sceptique. Et en fin de compte, je me dis que c'est assez incroyable. Bon, elle cartonne comme d'habitude. Elle y va à fond. Elle y va à fond. Et première de son truc. C'est franchement. Donc, elle est en pleine reconversion. Elle est en pleine reconversion. Ouais. Et donc, la maladie se déclare quand 1 an après, Alors, ça en fait, Alta, elle fait ça. On fait un été où on fait un gros road trip avec Ohan. On le prend, on part jusqu'au Portugal en voiture. Mais elle a un kyste, en fait. Elle a un kyste au sein. On s'inquiète pas trop. Elle va quand même faire une échographie. Un kyste qu'elle sent pendant cet été-là? Ouais, exactement. Si je dis pas de bêtises. Même un peu avant, je crois, il me semble. Même un peu avant. Et toi, tu le sens aussi? On le voit. Ah, on le voit. Ouais, on le voit. Il est visible à l'œil nu. Il est au bout du sein, on peut le voir, on le sent. Voilà. Donc, bon, on s'inquiète pas. De toute façon, tant qu'on ne sait pas, ça ne sert à rien. Donc, on va voir. Elle va faire une échographie. Consulter. Et l'échographie, on nous dit non, ça va, c'est rien. D'accord. On nous dit c'est rien. Bon. Mais on vous dit qu'il faut quand même l'enlever? Non, pas forcément. Non, on nous dit non, il n'y a rien de. Bon. C'est bénin. Ouais. Ok. Voilà. Donc, alors après, sous le résumé de l'échographe, c'est écrit tout en bas. Par contre, s'il y a des douleurs, nanana. Bon, sauf qu'on y allait aussi un peu parce qu'elle avait mal. Donc, bon. Mais lui, il nous dit qu'il n'y a rien. En tout cas, dans l'échographie, il n'y a rien d'inquiétant. On part faire ce voyage. Tout se passe très bien pendant le voyage. Elle va mieux en plus, par rapport à son deuil. Psychologiquement, On rentre et elle est enceinte. Donc, nous, à ce moment-là, on est trop bien. On est encore au summum de notre couple. Et vous en aviez parlé de ce deuxième enfant? Oui, on y avait un peu songé. On voulait. Moi, j'ai eu un frère. Je m'étais toujours dit que j'aurais bien aimé avoir 2 enfants aussi, parce que c'est pas que pour Ohan qui est un frère, mais parce que j'ai envie d'un deuxième enfant aussi. Voilà. Et donc là, Ohan avait 2 ans. C'était l'été de ses 2 ans. Ok. Et donc, elle tombe enceinte cet été-là. Ouais. Elle tombe enceinte. On est trop contents. Ok. On est au top. Vous êtes au top. On est au top. Et la première échographie arrive. Première écho, et tu l'accompagnes à cette échographie? Évidemment, je l'accompagne. Ouais. Je l'accompagne, et puis en fait, très vite, là, on revient vers nous, et puis on nous dit, il y a un petit problème au niveau de la nuque. Voilà. Et très vite, la nuque est épaisse. Très épaisse. Très épaisse. Et donc, c'est le signe d'une trisomie assez importante. En plus, on nous fait comprendre quand même que le bébé n'arriverait même probablement pas à terme. D'accord. Mais on nous donne quand même ce rôle de prendre une décision, évidemment. Et oui. Et ça, c'est le pire pour Alta. C'est le pire pour Alta. Elle s'effondre dans les bras. Donc, deuxième coup dur un peu après tout ça. Voilà, deuxième petit coup dur.
bien sûr. On l'a vu à l'échographie, donc moi forcément, je vois les 2 mains, les 2 jambes, tout de suite je me dis, voilà, on se projette quand même un petit peu avant. Bien sûr. Puis voilà, c'est un petit être qui est là, quoi. Donc, Et puis la première écho, elle arrive à 2 mois et demi, presque 3 mois. Ouais. Donc on a eu le temps de s'attacher. On a eu le temps de s'attacher. Même plus que ça, puisqu'Alta avait même, là pour le coup, elle voulait même un accouchement à domicile. D'accord. Donc une doula, etc. Enfin voilà, il y a eu tous ces trucs-là. Ouais. Donc vous étiez déjà bien projeté et bien installé déjà dans cette grossesse. Ouais. Ok. Et donc vous vous accordez sur une décision. Finalement, on a beaucoup réfléchi et puis on s'est dit déjà, il y a très peu de chances qu'elle arrive à terme. C'était une fille, mais c'était une fille aussi due à la trisomie, qu'elle avait. C'était une forme de trisomie qui est propre aux petites filles. C'est ça qui fait que le sexe, c'est forcément une fille. D'accord. Ok. Je suis un peu perdu dans tous ces termes techniques qu'il y avait eu, mais c'était quand même une fille. Et puis finalement. C'est quand même ultra dur. C'est ultra dur pour Alta, c'est ultra dur pour moi. Donc vous prenez la décision d'interrompre la grossesse. Ouais. Ok. Et là, elle est à combien de mois ? Est-ce que ça nécessite un accouchement par voie basse ou est-ce qu'elle est encore dans les temps pour un curetage ? Ouais, il me semble qu'elle était encore dans les temps. Du coup, elle fait cette interruption assez rapidement après d'ailleurs. Une fois qu'on prend la décision, les choses vont plutôt vite. Ok. Mais très difficile. En plus, on entend un peu nos amis qui essaient de nous réconforter, mais qui sont un peu maladroits. Moi, je me souviens, j'ai un ami qui me dit mais c'est pas encore un bébé, etc. Nanana. Je dis rien parce que je sais que ça part d'une bonne intention et voilà. Mais si en fait vous étiez pas à ma place, moi j'ai vu deux petits bras, 2 petits pieds. J'ai vu mon enfant et ça me brise totalement de devoir prendre cette décision et de dire au revoir à ce bébé. Ouais. Surtout on avait le prénom, on avait vraiment. On a vraiment c'est normal, ça va très vite. Avec Owen, ça s'était tellement bien passé en plus que. Bien sûr, comme c'est compréhensible. Donc là, il faut encore se relever de ça, de cette nouvelle épreuve. Vous arrivez à rester soudés ? On reste soudés, on se dit même, on recommencera. Il y a pas de, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on devait vivre. On fait le deuil. À distance, on prend rendez-vous avec une personne qui est spécialisée dans le deuil de l'enfant. D'accord. C'est bien d'avoir fait ça. Ça a dû vous faire du bien. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et la douleur au sein, alors, le kyste d'Alta, il évolue comment ? Et en fait, tout le long en tout cas du peu de temps de grossesse qu'elle a eu à ce moment-là, on le dit même au moment d'interruption de grossesse, on dit là où elle doit faire cette interruption, on leur dit, elle dit j'ai mal, j'ai comme des espèces de coups électriques, ça me fait mal. Ils disent c'est peut-être la grossesse, donc finalement il y a personne les médecins, il y en a pas un qui nous dit. Personne n'est inquiet de ce kyste qui est visible. Ouais. Et qui lui provoque des décharges électriques. Ouais. Personne. Et en fin de compte, je ne sais plus pour quelle raison, on est à Paris. Et en fait, c'est la médecin de famille qui vient à la maison. Je ne sais même plus si c'était pas pour Owen ou quelque chose, qui voit Alta et qui dit non, mais là, il faut aller faire une microbiopsie, une mammographie, etc. Et elle va aller voir. Donc elle nous dit allez-y d'urgence, tout ça. Donc finalement, on rentre à Tours et puis on y va. Et là, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels parce que. On stresse, moi évidemment, je commence à stresser un petit peu. Je me dis, j'aimerais pas qu'il y ait encore quelque chose. Ça va, on a pris. La médecin en plus qui s'occupe d'elle à ce moment-là, avant même d'avoir un résultat, la rassure un peu en disant mais vous êtes jeune, etc. C'est pas un cancer, ça ne ressemble pas, etc. Bon. Donc on a un peu un coup, on se détend un peu. Soulagement. Ils nous disent il y a je crois 2 semaines d'attente pour le résultat ou quelque chose comme ça. D'accord. Entre la biopsie et les résultats, il faut attendre 2 semaines. Sauf qu'on nous appelle pas au bout de 2 semaines. On nous appelle plus rapidement que prévu. Et puis on nous dit non, faut que vous veniez vite. On comprend qu'il y a un problème. On vous dit rien par téléphone ? Non. On arrive, on s'assoit, et cette fameuse médecin qui avait un peu essayé de nous rassurer avant, là nous regarde et nous dit vous avez un cancer agressif. Là, premier coup assez dur, Alta s'effondre, moi je la prends dans les bras, pareil, là il y a tout qui s'arrête, mais pour d'autres raisons. Donc un cancer du sein agressif. C'est le triple négatif ? C'est ça. Alors nous on comprend pas tout de suite. Alors on nous dit triple négatif effectivement, mais on comprend pas tout de suite, surtout que finalement, toute la communication qu'il y a aujourd'hui autour du cancer du sein, c'est qu'il est bien soigné. Donc, on panique pas tant que ça. Surtout, elle a 33 ans, je veux dire. Donc, on panique pas. On se dit, ça va aller, on va y arriver. Sûr. Et tu as raison. La majorité aujourd'hui des cancers du sein se soignent très bien. Ouais.
Restent quelques formes compliquées, dont notamment le triple négatif, qui est effectivement très, très agressif. Très agressif. Est-ce qu'elle vous dit, cette médecin, à quel stade elle en est ? Non, pas trop. Non, parce qu'il faut faire des examens supplémentaires, notamment D'accord. pour savoir s'il y a des métastases. Et oui, bien sûr. Mais déjà, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on quitte Tours. On quitte, on va s'installer à Paris pour faire les soins à Paris. À Gustave Roussy, qui est oui, un peu bien sûr. L'endroit le mieux pour oui, pour ça. Gustave Roussy et Curie, c'est les deux pôles spécialisés dans le cancer du sein. D'accord. Donc, vous redéménagez, vous réinstallez près de chez ta maman ? Non, là, pour le coup, c'est le papa. D'accord, parce que son papa. Géographiquement, il est plus près. Ouais. Quelque part, c'était le plus pratique. Et puis, donc, vous allez chez son père ? Ouais, chez son père, qui est très présent aussi, quand même, qui fait les courses, qui fait à manger, qui s'occupe de tout ça, toute cette partie-là, pour que nous, on se concentre vraiment sur Alta. Et en fin de compte, moi, ça tombe très mal parce que pour le travail, parce que quand même, mine de rien, à côté, on doit travailler, on a notre société. Et on a un événement au Luxembourg. Donc, moi, je prends 5 personnes de notre équipe et je pars au Luxembourg. Et elle est accompagnée de sa meilleure amie, Adri, qui est médecin aussi. D'accord. Et elle l'accompagne pour ça, et les résultats, elle allait les avoir pendant que j'étais au Luxembourg. D'accord. Et là, je reçois ce coup de fil. Alta qui m'appelle, et Adri, et puis là, elle a des métastases. Je m'effondre devant tout le monde, je m'effondre devant toutes mes équipes. Il était midi, on était en train de déjeuner, et puis là, je m'effondre totalement. Parce qu'elle te dit quoi, Alta ? Alta, c'est elle qui te parle ? Non, là, c'est Adri qui me parle. C'est Adri qui me parle, qui me dit, ouais, là, c'est la merde. Donc, il y a des métastases où ? Au foie. Au foie, dans les os aussi, il me semble. Enfin, ça y est, c'était un peu partout. Je suis obligé de faire l'événement. Donc, je fais l'événement jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah oui, parce que c'est le jour même, c'est l'événement. C'est le jour même. Minuit, 1h du matin. Et là, je regarde mes équipes et je leur dis, je suis désolé, mais là, on va rentrer. On va prendre la voiture et on va rentrer. Dans la nuit. Dans la nuit. Donc, je dépose chacun de mes gars chez eux. J'ai 4h du matin quand j'arrive à Paris. Et puis, je fonce me mettre à côté d'Alta, Tu la retrouves dans quel état ? Elle est avec son amie Adri ? Ouais, il y a Adri, il me semble, ou je sais plus si... Elle n'est pas toute seule ? Non, elle n'est pas toute seule. Ouais. On l'a jamais laissée seule. En fait, après, moi, je suis arrivé, et puis après, j'ai plus lâché ma femme. Ouais, bien sûr. Et puis, il y avait mon fils. Donc là, on est en... Quel mois, là ? Fin novembre, début décembre. C'est pareil, c'est un peu comme sa maman. C'est-à-dire Mais oui. Elle, son cancer, on l'apprend fin novembre. Fin novembre 2022. Ok. Alors, que disent les médecins ? À part, il y a des métastases au foie, dans les os. Est-ce qu'il y a un traitement quand même à mettre en place ? Il y a des... Est-ce qu'il y a une espérance de guérison ? Elle parle de miracle. La médecin, elle a dit qu'elle, l'oncologue qui s'est occupé de nous, qui est une ponte de Gustave Roussy, Alta lui demande en plus. Alta lui dit, il me reste combien de temps ? Alta, elle veut savoir. Elle lui dit plusieurs années, etc. Donc, Alta, c'est une battante. Elle dit à l'oncologue, elle dit, mais je ferai partie des mères immaculées. J'y crois, voilà. Donc, elle lâche pas. Elle lâche pas. Et puis, en fin de compte, même moi, elle me fait croire que ça va aller. Alors que non, en fait, je pense que quand on sait comment elle était et tout, c'était impossible. C'était impossible. Mais elle nous a fait croire. Moi, elle m'a fait croire. Qu'on allait y arriver. Ouais. Parce que tu penses qu'elle n'y croyait pas ? Alta ? Ouais. Ah si, Alta, elle y croyait. Si. Je pense que l'oncologue, elle savait très bien. D'accord. Très bien. D'ailleurs, elle a été honnête. Elle a toujours été honnête, l'oncologue. Mais Alta, elle a ce truc. D'aimer trop la vie. Voilà. Et puis, de conviction, de flamme qui brûle, là. Et il fallait se battre. Il fallait se battre. Elle fait la chimio. Et même au début, il y a une espèce de... Voilà, elle est en rémission de son sein. Le kyste, il disparaît pratiquement totalement. Et par contre, le foie, plus compliqué. Et en fait, c'est quand il est métastasé, le triple négatif, en fait, au bout d'un moment, toutes les thérapies, les 3 thérapies connues ne fonctionnent plus. En fait, il revient et encore plus vite. Et elle, ça a été... Même l'oncologue nous a dit qu'elle avait... c'était très, très agressif ce qu'elle avait. Rare, très rare. Après, il faut toujours y croire. En fait, cette phrase qu'on entend tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Évidemment, en fait, dans ces moments-là, c'est ce qui nous fait tenir d'ailleurs. Donc, malgré les chimios, les trucs comme ça, on partait quand même en week-end, on continuait à essayer de vivre comme on le faisait en fait.
Oui, parce que les chimios, c'est en ambulatoire. Elle n'est pas hospitalisée tout de suite. Alors, au début, si. Ah, si. Si, parce que même son foie avait énormément gonflé. Et D'accord. d'ailleurs, je pense qu'il nous disait qu'à quelques semaines près, elle serait déjà partie, en fait. Tellement son foie était touché, elle était vraiment enflée, ça se voyait beaucoup. Et du coup, ils l'ont pris au début quand on arrive début décembre, il me semble, à Roussy, et elle est hospitalisée là pendant 10 jours. D'accord. 10 jours. Mais tu dis que ça se voyait, que son foie avait grossi et tout ça. Mais ça s'est vu après le diagnostic. Avant, vous n'avez rien remarqué? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Ça s'est accéléré d'un coup. Ouais, tout s'est un peu accéléré d'un coup, en fait. Et du coup, non, elle se fait hospitaliser pendant une dizaine de jours. Pour un traitement de cheval, là, de traitement d'attaque. Ouais. Ok, pour le foie. Ouais, pour le foie, le sang, enfin, voilà, c'était vraiment... Tout. Ouais. Ok. Donc, chimio intensive. Et elle ressort au bout de 10 jours. Ouais, en plus, on lui met un cathéter, etc. Ouais, bah oui. Le fameux pack là qu'on met en sous-cutané pour pouvoir diffuser la chimio, quoi, les traitements. Donc déjà ça, c'est impressionnant. Ouais. Voir sa femme comme ça, c'est... Bien sûr. Mais bon, elle est de toute façon toujours incroyable. Elle est incroyable, elle sourit, elle se bat. Il n'y a pas un moment où elle se plaint, en fait. Ah ouais. Il n'y a pas de moment où elle se plaint. Et puis, finalement, au bout de 10 jours, on rentre à la maison. Et puis là, il y a Noël. Vous avez dit quoi à Owen quand sa maman était à l'hôpital la première fois? On lui disait que maman, elle était malade. Mais c'est pour ça qu'on va avoir la maison des docteurs, l'hôpital. On essaie de lui expliquer. Il avait à peine 2 ans et demi. Donc, c'était un peu particulier. Mais après, alors, en plus, lui, du coup, on l'inscrit dans une crèche associative parentale. D'accord. Où moi, je dois faire des demi-journées aussi, une fois par semaine, là-bas. Donc, c'était demi-journée à la crèche et demi-journée à l'hôpital. Tu pouvais l'emmener, Owen, voir sa maman? Je l'ai amené une fois ou deux, fois. Je crois, mais on voulait pas trop qu'il aille à l'hôpital. Ouais. Parce qu'en plus, évidemment, on croise des enfants. C'est horrible, hein, mais voilà, on croise des enfants. Moi, je vois des enfants malades. Et les enfants, c'est le pire, forcément. Un endroit, pas pour un petit gars de 2 ans et demi, quoi, en tout cas, qui est plein de vie. Donc, on l'amène quand elle va un peu mieux, plutôt vers la fin des 10 jours. D'accord. Comment ça s'est passé là autour de vous, cette nouvelle vie là dans laquelle vous basculez? Est-ce qu'il y a une armée là qui s'organise autour de vous, autour d'Alta, autour de Dohan? Parce que tout d'un coup là, il faut se mobiliser, quoi. Ouais. Comment tu gères toi tout ça? Alors, tout ce qui est parti Ohan, c'est beaucoup moi qui le gère. Ouais. Parce que déjà, il a une maman qui peut moins faire de choses, forcément. Donc, bien sûr. moi, je m'occupe beaucoup d'Ohan, en tout cas. Et puis après, oui, il y a ses copines qui ont été juste incroyables. Enfin, ses sœurs elles ont été incroyables. Elles venaient toutes à tour de rôle. Elles cuisinaient des trucs, elles venaient lui donner. Surtout, on regardait les aliments bons pour battre le cancer, etc. Donc vraiment une équipe de choc, en tout cas pour ça. Son papa aussi, hein, qui est quand même très présent, évidemment. Et puis moi, c'est mes amis. Pas forcément présents physiquement, mais en tout cas, oui, ils sont prêts à tout moment à débarquer ou quoi, si besoin. Mais c'est vrai que elle avait besoin, elle, de sa bande. Elle voulait pas non plus que tout le monde la voie comme ça, forcément, à l'hôpital. Elle a perdu ses cheveux rapidement. C'est venu pas assez rapidement, mais en tout cas, elle a accéléré les choses. Elle s'est dit, tant qu'à faire, on y va. Et, elle les a rasés. À l'hôpital, il y a des coiffeurs à l'hôpital qui le font. Et puis, elle prend une perruque. Voilà, même presque, elle est contente. Elle choisit sa perruque et tout. Enfin, elle rend encore ça aussi, pas comme un jeu, mais presque... je sais pas comme s'il y avait quelque chose de lourd qui allait arriver, en fait. Et elle ne se plaint pas? Non, très peu, vraiment très peu. En tout cas, elle se plaint pas d'avoir un cancer. Elle dit pas, j'ai un cancer, c'est pas juste, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous quand vous êtes rien que tous les deux? Nous, on fait la guerre. À aucun moment on a évoqué le fait qu'elle puisse mourir. Il y a un moment où elle m'a dit, peut-être quand les choses pouvaient un peu s'empirer ou quand elle fatiguait un petit peu moralement, elle m'a une fois dit, mais si jamais tu referas ta vie, etc. Elle m'a dit, tu me promets tout. J'ai les choses que j'ai pas faites, évidemment. C'était presque comme si j'acceptais ce qui allait arriver. Et pour moi, il était hors de question que j'accepte ça. Mais en tout cas, ça, elle te l'a verbalisé. Elle voulait que tu refasses ta vie. S'il lui arrivait quelque chose. S'il lui arrivait quelque chose. Ouais. Mais toi, tu l'as balayé. Ah oui, moi, en 2 secondes, au début, je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Tu es là. De quoi tu parles, bien sûr. Ouais.
À quel moment vous comprenez qu'elle ne guérira pas ? Bah ça va assez vite parce que autant il y a donc cette rémission au début, voilà, on fait les chimio, voilà, finalement elle se bat, on part en week-end. Oui, donc il y a une première phase post premier traitement là où il y a un peu d'espoir. Ça va. Ouais. Et puis nous en plus on se dit, comme elle donnait quand même quelques années à Alta, nous on suivait un peu... Oui, la médecin... voilà, l'oncologue. l'oncologue. On se disait, bon, on regardait un peu ce qui a avancé au niveau des nouvelles expérimentations qu'il y avait pour des nouveaux traitements, etc. On voyait qu'il y avait des tests un peu expérimentaux, etc. Donc on se dit, tu vas tenir jusqu'au moment où il y en aura un qui va marcher, quoi. Et on pensait comme ça, en fait. On se disait... vas-y, on y va, on se bat et... Oui, parce qu'il y a toujours des essais cliniques pour tester des nouveaux traitements tout ça. Ouais, d'accord. Et donc ça, c'était l'idée que vous vouliez... On s'était mis en tête, bien sûr. Ouais. C'était ce qu'on voulait, en tout cas. On voulait qu'elle tienne jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, peut-être. Et puis, du coup, voilà, là, à ce moment-là, quand il arrive quelque chose, je ne sais pas si les personnes qui ont vécu des choses similaires, tout ce qu'on veut, c'est d'essayer de revivre normalement. De continuer à vivre le plus normalement possible, en fait. Donc on part en week-end avec Juan, on part on se fait un petit week-end tous les deux en amoureux à Saint-Malo pour se retrouver aussi un petit peu, un peu coupé de tout ça. Mais c'est difficile parce que physiquement la maladie elle est là, elle a mal, elle a quand même mal c'est dans les os, elle qui était pleine de vie, qui sautillait de partout, qui dansait tout le temps, là, elle est un peu... Elle est diminuée. Elle est diminuée, ouais. Puis elle maigrit beaucoup. Elle maigrit beaucoup. Oui. Puis c'est quelque chose de difficile, même surtout en tant que maman, parce qu'elle peut plus porter son enfant, elle peut plus dormir avec son enfant. Nous, on dormait avec Juan, c'était un cododo, etc. Nous, on voulait jusqu'à ses 3 ans s'imaginer dormir avec Juan. Pour nous, c'était ce qu'on avait comme vision pour... Et puis pareil, il n'avait pas de poussette, donc c'était moi qui portais tout le temps Juan, elle ne pouvait plus. Beaucoup de choses qu'elle ne pouvait plus faire avec Juan. Petit à petit, en fait. Ça s'est fait petit à petit, donc... Et c'est dur pour elle. Et moi, je pense à mon fils, évidemment, en ce moment-là. Et je me dis, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? Est-ce qu'il se dit que sa maman est en train de le laisser ? Je me dis, ça doit être dur pour un petit qui est, en plus, encore une fois, tout a été... il dormait avec nous, il était allaité pendant 1 an et demi. Donc vraiment, on était en fusion tous les 3. Fusion totale. Donc là, d'un coup, lui, il comprend... Enfin, après, quelque part, je me suis toujours dit, la nature est bien faite. Je pense qu'il a dû sentir. Et puis tu sais, les enfants ont des facultés d'adaptation qu'on n'imagine pas. Non. Donc c'est ça aussi qui est assez surprenant, parfois même un peu déroutant. Donc il s'est adapté, il a vu que sa maman pouvait plus s'occuper de lui et puis il a composé avec cette nouvelle donne, quoi. Mais je pense qu'il a senti aussi que c'était pas volontaire et que ses 2 parents faisaient tout pour adoucir sa vie de petit garçon de 3 ans, c'est sûr. Et puis il avait sa petite vie de petit garçon à la crèche aussi. C'est génial qu'il ait pu être en collectivité à ce moment-là. Ça a dû lui faire du bien. Oui, ça lui a fait du bien. Ouais. Non, mais la crèche était super. En plus, ils étaient au courant de l'histoire, donc forcément, ils étaient quand même... ils ont été super avec nous. Alta, elle a quand même pu voir au moins une fois Juan à la crèche. Et un jour, elle est venue le récupérer. Même, je crois, elle l'a amené un moment. Bon, il y a eu ça quand même. Ça devait la rassurer aussi, elle, de savoir qu'il était entre de bonnes mains. Qu'est-ce qui la tenait dans ces moments-là ? À part, évidemment, son mari et son fils. Qu'est-ce qui ramenait de la joie ? À quoi elle s'accrochait ? Déjà les relations humaines qu'elle avait autour d'elle, et puis je pense cette joie de vivre qu'elle avait, en fait. Je pense que tous les moments qu'elle a pu penser de ses voyages, de ce qu'elle avait fait, ou même de la nature autour d'elle, elle était toujours comme ça. Toujours connectée. À chaque fois qu'elle sortait des chimios, il y avait un arbre devant cette clinique, et il y avait une grosse branche, et puis elle s'allongeait sur la grosse branche, et puis elle fermait les yeux, et elle avait toujours besoin de 5-10 minutes connectée avec ça. Comme un sas de décompression. Elle s'allongeait, elle était connectée avec la terre, elle aimait la vie. Plus que tout. Plus que tout, ouais. Vous parliez d'avenir ? Oui, parce qu'à un moment même, on se met même à regarder les annonces à Bordeaux, justement. Pour déménager. Pour déménager, en se disant, on va déménager. Et puis, à Bordeaux, il y a de bons hôpitaux, etc. On sait que c'est comme Paris, il y a une très bonne réputation au niveau de la médecine à Bordeaux. Donc, on se dit, on peut continuer les chimios et tout ça à Bordeaux, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons quelque part au moins où elle sera heureuse dans l'environnement où elle est pour continuer à essayer de battre cette maladie. Et oui. Donc le projet Bordeaux arrive à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Ok. À ce moment-là. Mais vous n'avez pas pu aller à Bordeaux. Non.
on va voir sa meilleure amie Adri qui habite à 1 heure de Bordeaux justement, Ok. et qui est en plus la marraine de Anne. Mhm. Alors marraine, il n'y a pas eu de baptême, Marraine de etc. cœur. Mais voilà, marraine Ouais. de cœur. Et du coup, on va chez elle, à la campagne, hein, voilà, en plein milieu de la campagne avec notre fils. Bah là, on a un peu du mal à la reconnaître. Elle est très fatiguée, elle reste beaucoup au lit, alors que jusqu'à présent, elle était plutôt présente. Et là, déjà, sa copine Adri commence à dire, il y a quelque chose qui va pas. Le week-end passe, on rentre et il me semble que le week-end qui suit, il y a donc Adri, en plus qui suivait aussi, d'ailleurs, elle avait les résultats souvent Et oui. après des chimios, Oui, des parce trucs. qu'Adri est médecin. Ouais. Mm. Et là déjà, elle dit qu'il y a quelque chose pas bon dans les résultats. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer de pas bon. Ça va pas dans le bon sens. Ok. Par rapport à tous les résultats qu'il y avait eu où c'était mieux, Mm. là il y a un petit souci. Je sais qu'entre-temps, avant qu'elle revienne à Paris, Adri, en fait, elle a mal à la tête, Alta. Mhm. Ça faisait peut-être 15 jours, elle avait mal au crâne et tout ça. Donc, on nous dit d'aller faire un scanner. Et en fait, à ce moment-là, encore une fois, un gros ascenseur émotionnel, on nous dit non, c'est rien. En fait, elle a une sinusite et comme elle est affaiblie, c'est ce qui lui fait mal à la tête. Il n'y a rien au niveau du scan, il n'y a rien du tout à son cerveau, quoi. Oui, parce que l'idée, c'était de voir s'il y avait des métastases au C'est cerveau. ça, c'est ça. Et là, l'imagerie est clean. Il n'y a rien. Il y a juste cette sinusite. Donc nous, on est rassurés. Pareil, là, elle s'effondre, elle est rassurée. Elle avait un peu peur. S'effondre de soulagement. De soulagement. Et en fin de compte, arrive le week-end qui suit. Là, Adri vient avec Anne-Laure, il me semble, et elles font leur petite soirée ensemble. Mm. Moi, je dors dans une autre chambre à côté avec Ohan. Parce qu'elle pouvait plus dormir avec nous. Si on la touchait le soir, si on bougeait, ça pouvait lui faire mal. Donc nous, Ah oui. bah oui. Elle Donc, était très sensible. ouais. Tout son corps était douloureux, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, le lendemain matin, je me lève, je vais la voir, et puis elle me parle, sauf qu'elle finit pas ses phrases. Elle bafouille à la fin elle parle un peu comme ça, à la fin de ses phrases. Elle commence un peu, puis il y a un truc qui va pas, je la comprends plus, elle arrive plus à articuler, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, toi, tu te dis qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Adri me dit, appelle les urgences, là, faut appeler l'hôpital et tout. Donc j'explique à l'hôpital, ils me disent, bon, bah venez vite, on va voir ce qui se passe. Donc on arrive à l'hôpital, Alta toujours cool, en plus pas paniqué du tout, quoi. C'est assez... Mais voilà, déjà à la maison, vers cette période-là, je l'ai apportée presque pour aller aux toilettes. Enfin, elle tombait parfois, elle perdait l'équilibre, donc ça commençait déjà. Enfin, on sentait qu'il y avait des trucs, ça allait pas, quoi. On arrive à l'hôpital le lundi matin, ils lui font une ponction pour prendre le liquide en fait qui communique entre le corps et le cerveau, etc. Ouais. Et bah là, on a les résultats et en fait, le cancer est dans le liquide. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas vu à l'imagerie, parce que là, c'est dans le liquide, donc c'est plus compliqué. Donc voilà pourquoi on l'a pas vu, mais en fait, il est là. En fait, il est là. Puis, en fait, on monte dans la chambre, donc là, il l'installe dans une chambre, et là, il y a un médecin qui vient nous voir et qui nous fait plus ou moins comprendre. En tout cas, ça va être la fin, quoi. Et du coup, moi, je me souviens, il vient nous dire ça, et là, le temps s'arrête complètement. Et Alta qui me regarde, qui me dit ça va aller. Et je sais pas si elle comprend à ce moment-là, elle en tout cas, mais elle me dit ça va aller. Et puis elle continue à faire ses petits trucs. Et puis moi je la regarde, je suis là, je me sens complètement impuissant. Et je sors, je vais voir le médecin qui vient de nous dire ça. Et je le regarde, je lui dis ma femme va mourir, quoi. Et il me dit ouais, ça va être compliqué. Donc il dit quand même à Alta à ce moment-là, il lui dit on va quand même donner un truc. Parce que je pense pour moi lui laisser un peu d'espoir quand même, faut pas partir comme ça, quoi. Et puis sûrement la soulager en termes de douleur. Ouais, voilà, exactement, pour un peu. De toute façon, elle est dans le service de soins palliatifs, donc. Ah oui, immédiatement ils la mettent en soins palliatifs. Ouais. Donc là, on est combien de temps après l'annonce de la maladie? 5 mois. 5 mois. Ouais. Putain. Décembre et puis voilà, avril, quoi. Avril. Ouais. Les médecins vous parlent à vous deux. Ouais. Enfin, je veux dire, vous êtes au même niveau d'information. Ouais. Moi, j'en sais un peu plus. Moi, je pense que elle disait, il y a encore ce truc-là, ça a peut-être marché. Donc, je pense qu'elle s'accrochait à ce qu'elle pouvait de toute façon. Ouais. Et puis moi, derrière, quand même, combien de temps, on sait pas. C'est compliqué parce que comme elle a un cœur quand même de jeune femme de 33 ans et que le reste fonctionne, ça va prendre du temps, en fait. En fait, clairement, on attend presque que la maladie commence à prendre le dessus et puis la consomme, quoi. Clairement, c'est un poison. On attend que le poison
aille bien partout. Et Quel salaud. ouais. Donc là, en fait, tu ne sais pas combien de jours il Non. reste. Tu sais que c'est une question de jours. Il nous disait ça peut être 5, 10, 15, ça, enfin, Ouais. en tout cas Rien. c'est bientôt. rien quoi. du tout, Ouais, quoi. c'est rien du tout. Donc, elle ne rentre pas avec toi. Je rentre pas. Enfin là, à ce Et moment-là, toi, je tu reste. restes avec elle. À ce moment-là, je reste. Il y a ses amis qui arrivent, évidemment, voilà, qui arrivent tout de suite, hein, qui sont incroyables. Hein, de toute façon, ça, j'ai Ouais. mes amis aussi, hein, qui commencent à débarquer, c'est évidemment. Puis finalement, tous les gens du quatre coins du globe qui commencent à Ouais. venir, qui Tout commencent. le monde peut venir dans sa chambre, Pas tous. mais il y a la possibilité, en tout En cas. tout cas, oui, il y a la possibilité, et surtout, il y a le couloir qui se fait envahir. En fait, il y a juste tous les jours, il y avait peut-être, je sais pas, 100, 150, 200 personnes qui venaient. Je sais pas, Ah tous les jours, il y ouais. avait des nouvelles têtes qui venaient, puis ceux qui restaient depuis tout le temps. Le couloir était envahi, en fait, de personnes qui venaient la voir. Ouais. Alors, peut-être pas 200, j'exagère un peu, mais en tout cas, tous les jours, il y avait 30 personnes dans le couloir. Mon Dieu. ouais. Et elle, ça lui allait de voir toutes ces têtes. Moi, je faisais quand même attention, Ouais. très proche. Au début, comme elle était quand même assez consciente, ça allait. Puis, en fait, il y a un moment, elle est de moins en moins là, quand même. Vers la fin de semaine, ça commençait un peu à s'accélérer. Alors que vous êtes rentré le lundi. Ouais. Donc il y a un défilé de toutes ses amis, tous Ouais. ses potes, toute la famille. Des gens qui viennent d'Israël, d'Amérique latine. Enfin, Ah ouais. ouais. Il y a des Du gens monde du entier. monde entier qui viennent. Ouais. Comment tu gères, toi, ce moment-là? Est-ce que c'est toi qui préviens tout le monde? Non, moi, au contraire, j'en préviens très peu. Je laisse ça un peu à ses amis, à ses meilleurs D'accord. amis de faire le job. Moi, je n'avais pas la tête à ça. Je bien voulais sûr. juste m'occuper de ma femme et penser à elle. Donc, je laisse un peu cette partie-là qui est aussi très difficile. Je laisse cette charge-là à Adri, à Margot aussi. Ouais. la Qui mère se aussi, charge voilà, de gérer à tout Nord, ça, de enfin, voilà, prévenir. toute cette, désolé, j'oublie des prénoms, mais voilà. Non, en mais tout la cas, garde rapprochée. la garde rapprochée, voilà. Ouais, En tout cas, ouais, elles ont été vraiment incroyables. Du coup, même parfois, moi, j'ai un fils quand même. Donc, Ouais. Comment donc, tu faisais pour être présent auprès d'Ohan? il y a des soirs où c'est pas moi qui dors à l'hôpital. Il y a des soirs, c'est Adri, justement, sa meilleure amie, Ouais. et Anne-Laure, qui dorment à l'hôpital. Et parfois, c'est moi. Voilà. Faut relayer. On se relaie. Après, évidemment, la journée, par contre, j'étais là. Mon fils était chez ma mère. Donc, ma mère s'occupait de D'accord. mon fils à ce moment-là, du coup, pour le coup. Ok. Est-ce que vous avez pu avoir un moment, tous les deux, avant qu'elle perde connaissance? Ouais, on a eu déjà le premier jour. Et puis, finalement, le dernier échange que j'ai eu avec Alta, c'est vraiment, j'étais seul avec elle dans la chambre. Et j'ai crié « Je t'aime ». Et elle s'est retournée, et puis elle m'a souri. Elle pouvait pas parler déjà, elle parlait plus pouvait trop. plus Non, parler. mais elle m'a souri. Elle t'a souri. Ouais. Parce Et- que donc après, elle s'est endormie. Elle a été dans le coma. Après, elle Ouais. était endormie. Est-ce que Ohan l'a vue réveillée? Oui. D'accord. Ouais, on a pu lui dire au revoir. Ok. Ouais, c'était rapide, on n'a pas. Voilà, mais oui. Ouais. Et toi, comment tu t'es retrouvé face à ton petit garçon de 3 ans là? Comment tu lui as expliqué? À ce moment-là, je lui explique pas encore. Non. À ce moment-là, je lui dis pas. Je me concentre beaucoup sur Alta et tout ça, et je préserve encore un peu mon fils. Sa maman, elle est encore là, donc pour Bah l'instant, oui, je bien ne dis sûr. rien. Oui, et puis pour les enfants de cet âge-là, en tout cas, c'est très compliqué de se projeter dans le futur. Ouais. Donc c'est vrai que ça là, à servait ce à rien. moment-là, tout de suite, non. Pour Ouais. l'instant, tant qu'elle est à l'hôpital, que je suis à l'hôpital, non, je rentrais, je lui souriais. Pour l'instant, j'essayais Oui, de donner le change. Ouais, voilà. Pour l'instant, ça, je voulais prendre mon temps après pour ça. Donc, Bien sûr. je voulais pas tout mélanger. Tu es aidé psychologiquement? À ce moment-là, non. Non. Non, à ce moment-là, non. Je suis resté près de ma femme, en Ouais. fait. J'avais juste une envie, c'était rester près d'elle. Et les autres moments de libre, c'était mon fils. Donc, Bah forcément, ouais, je bien sûr. voulais pas m'occuper de moi à ce moment-là. C'était pas la priorité. Donc en une semaine, elle dégringole en fait. En une elle, semaine, elle rentre à l'hôpital le lundi et à la fin de la semaine, elle 4-5 jours, elle ouais. est je plus- crois. elle est plus là. Ouais. Et alors ensuite, il s'est passé combien de jours avant? Bah après, en fait, qu'elle elle part le lundi ou mardi d'après. Ouais, Ah ouais, donc ça a été extrêmement rapide. ça a été très rapide et en même temps pas rapide. Ça a été, il y a le temps qui s'arrête. Ouais. Après il y a des moments, c'est fou parce que autant on vit une des choses les plus horribles de sa vie, puis en même temps, les amis qui sont là arrivent presque à me faire rire dans les couloirs, à essayer d'apporter un peu. Je pense que de toute façon, dans ces moments-là, le rire est aussi un peu quelque chose qui nous sauve. Donc j'ai mes amis qui sont là, qui restent avec moi jusqu'à aussi pareil, ils restaient jusqu'à des 2-3 heures du matin, alors qu'il y en a, ils sont papa aussi, ils ont leur famille, mais ils sont très présents.
Et même, ils commandent à manger, tout ça, des Deliveroo, des Grecs. Enfin, l'hôpital, ça voulait plus rien dire, vraiment. Oui, vous avez investi. On a investi, on a complètement investi. L'hôpital, et vous avez ramené tout le soutien, tout ce qui pouvait, toi, t'aider à. Moi, j'ai rien ramené, c'est eux qui sont venus. C'est ça. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et puis, pareil pour Alta, c'est ces 2 amis qui dorment près d'elle. Moi, j'ai fait une nuit près d'elle et c'était. Une dernière nuit que je passe avec elle est ultra difficile. Ultra difficile parce que, à cause de ce qui lui arrivait, elle respirait d'une manière très difficile. C'était assez particulier de l'entendre respirer comme ça parce qu'elle pouvait s'étouffer avec un liquide. Enfin voilà, bref, je sais plus les. Mais du coup, c'était perturbant. Je suis resté toute une nuit à entendre ce bruit qui m'a presque un peu traumatisé, voilà, et qui était difficile, voilà. Et puis même, je voyais, c'était plus ma femme. Enfin, il y avait ma femme, mais c'était plus elle, quoi. Donc. Est-ce que tu as réussi à lui dire ce que tu voulais lui dire ? Est-ce que vous avez réussi à, je sais pas, à sceller quelque chose entre vous ? J'arrive pas à imaginer. Est-ce que ça peut être ce moment où tu te dis, ok, bon, bah là, la personne que j'aime est en train de partir. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là ? Moi, je sais que j'ai pas trop de regrets par rapport à ça parce que je sais que de tout le moment où elle était là, j'ai pu toujours lui dire tout ce que je voulais. D'ailleurs, je finis sur un je t'aime. Donc, après, c'est assez marrant quand je lui parle plus trop. Je reste près d'elle. Je colle ma tête à côté de son coussin. Je reste près d'elle, évidemment. Mais je lui parle plus trop. Il y a un soir très dur où, par contre, je sais que je sors avec mes amis de l'hôpital. J'avais besoin de crier. J'ai crié Alta d'une force 3-4 fois. Ils étaient tous autour de moi. Tout le monde pleurait. Et voilà. J'ai crié dehors. J'étais dehors. Et c'était la nuit. J'ai crié Alta comme si c'était là qu'elle pouvait m'entendre et pas dans la chambre. J'avais déjà l'impression quelque part qu'elle était peut-être déjà un peu. Et non, moi je lui avais déjà tout dit. Et puis là on attend que ça passe. On attend. En fait, c'est presque dur à dire, mais j'attends presque que les choses s'accélèrent. Je suis fatigué de l'avoir comme ça. Je me dis que elle doit être en prison. C'est une prison pour elle. Elle est épuisée. C'est le pire truc qui peut lui arriver. Une femme qui aime la vie, qui aime bouger. Elle est là bloquée dans ce corps qui l'emprisonne et qui est devenu une prison, quoi. Ses copines même à un moment me disent pars de l'hôpital. Ça accélère pas quand t'es là. Ah oui. Ouais, vraiment. Et en fait, dès que je sortais, ça avançait. Ouais, les choses avançaient. Et du coup, en rigolant, parfois, elle me disait, mais sors, reste pas là, va-t'en, va faire des trucs et tout. Donc, je partais et puis, elle disait, bah, par contre, dès que ça s'accélère, vous m'appelez. Vers la fin, en tout cas, c'était comme ça parce qu'elle partait pas, en fait. Elle partait pas. Elle s'accrochait, Donc, finalement, elle est partie le lundi suivant. Ouais, le soir. Le soir. La nuit, il me semble, à 1h et quelques. T'étais là ? Il y avait son papa, moi j'étais là, et il y avait 3 de mes meilleurs amis. Et les 3 copains, eux, ils rentrent pas dans la chambre, ils sont sur les bancs en train de dormir à moitié pour être près de moi, quoi. Et je suis avec le papa dans la chambre, on sait qu'on s'approche vraiment de la fin, ça y est, là, ça va arriver. Et en fin de compte, je sors de la chambre, je marche jusqu'au bout du couloir pour retrouver mes amis. Au moment où je fais ça, il y a le papa qui ouvre la porte, qui me dit c'est terminé. Comme si elle avait attendu que tu sortes. Ouais, clairement. Et puis en fin de compte, il me dit c'est terminé. Il sort, il me laisse un peu avec elle dans la chambre. Et finalement, je reste pas du tout longtemps. Je dis rien pratiquement. Je vais juste faire un bisou à son corps parce qu'elle est plus là. Et je lui dis rien parce que pour moi, je lui avais déjà tout dit à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'était un moment où. Et puis même quelque part, c'est le moment où je pleure même pas d'ailleurs. Je me retrouve dans la chambre et je pleure plus. Alors que j'ai pleuré dès que je sortais de sa chambre, je m'effondrais dans un de mes amis. Et là, non, là je pleure pas. Et c'est le moment où j'ai le moins pleuré d'ailleurs. Bah ouais, c'était trop. C'était trop, c'était trop. Je sais pas. C'était trop. Parfois le cerveau, Ah oui. Il bloque en fait. Donc ça c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Ouais. Donc il a fallu ensuite lui rendre hommage. Après il y a eu cette cérémonie dont tu parles beaucoup, qui a eu lieu dans la foulée ou qui a eu lieu plus tard. Quelques semaines, je crois, 1 mois ou 2 mois après, je me souviens plus exactement de la date exacte, mais déjà on fait une incinération. D'accord. En fait comme pour sa maman. Donc ça, c'est assez lourd encore. Hein. C'est vraiment quelque chose qui pèse. On se réunit tous, mais on est tous très tristes. Voilà, tout le monde pleure. Et puis,
Bon, par contre, je suis plus un de mes amis à l'idée d'écrire carrément sur le cercueil avec des feutres. On écrit tous des mots pour elle et tout. On se dit, premier truc un peu, voilà, on dit, vas-y, on va écrire pour Alta, ça va partir avec. Et puis moi, je voulais l'incinérer parce que je me disais que c'était quelque chose qu'elle aurait voulu. On n'en avait pas parlé de toute façon parce que on n'imaginait pas ça de toute manière. Et du coup, je pense un peu comme ce qu'elle a fait avec sa maman. Donc je me dis, voilà. Et puis même, en plus, je me dis, pour moi, c'est aussi un peu brûler ce poison. Elle est partie, mais lui, il est encore là, cette saloperie, elle est encore là, on va la brûler. On va la libérer de cette prison. Et du coup, c'était pour moi, c'était un peu ça. Les obsèques étaient en petit comité où il y avait les 200 personnes C'était blindé. Même à la base, on avait une autorisation pour un certain nombre de personnes. Bah oui. Et en fait, alors, la dame a été très gentille. Mais ouais, c'était en plus, comme tout le monde s'écrivait des mots. En fait, on s'est retrouvés à un moment, vraiment, il y avait une foule. Je me suis retourné, j'ai vu, waouh. Owen était là ? Owen n'était pas là. Pour l'incinération, il n'était pas là. Non. Ouais, sûrement mieux, comme ça. Non, Owen... trop dur. Owen, trop dur. Trop petit. Trop petit, mais Owen, je lui dis le lendemain du décès de sa maman, je le mets sur sa chaise, je me mets à son niveau, et je lui dis, maman, elle est morte. Vraiment, avec ces mots-là. Alors, j'avais eu 1 ou 2 personnes qui étaient pédopsychiatres. Moi, je m'étais fait aussi mon idée à moi de comment je ferais les choses et comment Alta aurait fait. Et du coup, je lui dis, maman, elle est morte. Je lui dis, alors, par contre, elle est dans ton cœur, pour toujours. Et je lui dis, elle est dans un endroit, tu ne pourras pas la voir. Je lui dis pas, elle est dans le ciel. Je dis pas des choses comme ça, parce que un enfant, c'est tellement... ça va prendre tout un peu au premier degré. Donc, il va me dire, on va la voir dans le ciel, alors elle est là, quoi, elle est là-haut. Non, je lui dis, elle est quelque part, on peut pas la voir. Je dis, par contre, nous, elle veille sur nous. Je dis, elle te voit. Je lui dis comme ça, mais évidemment, il est petit, donc je sais pas s'il cerne, mais en tout cas, moi, je me dis, bon, je lui ai dit comme je voulais et je vais rester sur ça. Je vais continuer à chaque fois qu'il me demandera, je lui expliquerai de cette manière-là. Est-ce que tu t'es fait aider par des petits livres, des livres pour enfants ? Oui, il y en a qui existent, je sais. Il y en avait plusieurs, même pendant la maladie. En fin de compte, il y en avait une où c'était une maman pirate. Alors qu'elle allait battre le cancer, justement, qu'elle allait se battre contre le cancer. Mais voilà, il y a des livres qui sont super pour ça. Il y a des jolis livres qui permettent justement d'aborder ces sujets et de dire avec des mots d'enfant, en tout cas des phrases qu'ils comprennent, avec des images qui les aident, quoi. Ouais. Il y avait ça, il y avait un livre, je me souviens, avec une histoire, alors je sais plus le nom, ça m'énerve, mais c'était avec un renard qui était vieux et qui allait mourir dans une forêt, et tous ses amis animaux qui venaient un par un se remémorer des bons souvenirs, et puis en fin de compte, l'endroit où il meurt, il y a un arbre qui pousse. Enfin, du coup, j'avais beaucoup aimé parce que je me disais qu'Alta, elle aurait adoré cette histoire-là, et du coup, je lui ai dit, il y avait beaucoup de supports qui m'ont aidé, et puis même Alta. En fait, Alta, elle est là. Elle me parle, elle est en moi, quoi. Donc clairement, tu sens sa présence très fort. Ouais, très fort. C'est comme s'il y avait une partie d'elle, qui était venue se mettre en moi, ouais. Parce qu'avant, on était en fusion, mais et finalement, quand elle est partie, il y a toute sa philosophie de vie, tout ça qui est vraiment ancré en moi une fois pour toutes. Ouais, elle est là. Elle est là. Parfois, elle est derrière mon épaule. Parfois, elle est là. Elle fait partie de tout. On est un tout, finalement. C'est ce qu'elle disait. Elle disait toujours... Elle n'était pas religieuse, mais elle croyait beaucoup en l'univers, l'énergie, l'énergie invisible, les choses comme ça. Elle était très dans cette philosophie-là, et elle m'a mis un peu dedans. Et j'essaie de aussi le transmettre à mon fils, lui dire que sa maman, elle est là autour de nous. T'as fait imprimer des photos ? J'ai fait imprimer des photos. Alors en fait, déjà, il y a cette cérémonie que je prépare. Je dis à tous mes amis, je dis, ok, on va faire un hommage pour Alta, on va louer une maison. On décide de louer une grosse maison avec piscine, gros jardin. Et je leur dis, on va faire la teuf. On va fêter la vie. On va faire tout ce que Alta aimait. Un endroit super, proche de la nature. Donc il y avait une forêt aussi, avec des petites barques et tout ça. Avec tout ce qu'elle aimait manger, du chocolat, du bon vin. Elle était pour ça. Et voilà, elle aimait la vie aussi. Bonne vivante. Les bons apéros. Elle adorait ça avec ses amis. Donc on décide de faire un truc vivant. Moi, je dis même à mes amis, faites l'amour derrière les arbres. Je veux qu'il y ait de la vie. Je leur dis, c'est ce qui nous fait sentir vivants. Tout ce qui nous fait sentir vivants, faites-le, quoi. Donc on fait cet hommage-là. Et d'ailleurs, on pense du coup à ce moment-là, moi je dis j'aimerais bien un t-shirt, pour revenir à la petit t-shirt que je porte. Le t-shirt Alta Vida. Ouais. Et j'appelle un de mes amis, Pablo, à ce moment-là. Je lui dis vas-y, aide-moi, j'aimerais bien faire un t-shirt. Et on essaie de trouver un truc un peu accrocheur. Et puis il me dit mais
c'est bon, j'ai trouvé. Je lui dis quoi? Il me dit Alta Vida. Et je lui dis Alta Vida. Il me dit c'est la grande vie. Je dis mais bien sûr que c'est ça. Et du coup, on demande à quelqu'un de designer le petit logo. Et puis oui, effectivement, Alta Vida. Donc tous les gens ont ce t-shirt le jour de l'hommage. Génial. Ça devait être trop beau. C'était trop beau. On s'est tous un peu allongés dans l'herbe. À un moment, on a tous fermé nos yeux. On a tous pensé à elle, à la vie. Et puis après, on a fait la fête. On a mis la musique et puis on a fait la fête. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. À ce moment-là, ça m'a fait du bien. Après, quand ça se termine, en fait, quand il n'y a plus personne, quand on se retrouve seul, ouais, là, le coup dur, il revient un peu aussi parce que voilà, on est entouré et en même temps, on est seul. En fait, les gens, ils rentrent, mais moi, je rentre et puis il y a la réalité qui revient à chaque fois. Il y a mon fils et elle est plus là. Ouais, il a fallu te réinventer une vie sans elle. Après ça, donc ça c'était l'été qui a suivi, quoi. C'est l'été qui a suivi, ouais. Ouais. Comment ça se passe depuis 2 ans, cette nouvelle vie? Au début, c'est très dur. Mais j'ai besoin de changement très vite. Okay. Je veux pas rester à Paris, il leur de questions. Au début, je vais pas bien. Il y a un ami à moi, Damien et Laure, qui me prête une petite appart, voilà, où je reste parce que moi, j'ai t'as pas d'appart. Finalement, non, j'ai plus rien. Ouais. Donc, je reste avec mon fils là-bas et donc j'ai de la chance pour ça. Et au début, c'est très dur. J'essaie de pas m'effondrer devant mon fils. Parfois, je lui trouve une occupation. Puis parfois, je m'enferme dans les toilettes, enfin dans la salle de bain. J'appelle ma meilleure amie Jeanne. Et je l'appelle pratiquement tous les jours en pleurs, quoi. Ouais. En pleurs dans les toilettes. C'était mon moment de craquage. Elle a été très présente pour moi à ce moment-là parce que elle disait ce qu'il fallait dire au bon moment. Ouais. Et le silence, elle l'avait au bon moment aussi. Je veux dire, voilà, c'est assez particulier parce que il y a plein de choses qu'on peut entendre à ce moment-là qu'on n'a pas envie d'entendre. Moi, il y avait des choses que j'avais pas du tout envie d'entendre. T'es fort, tu vas y arriver pour ton fils. Stop. Oui, parce qu'il y a plusieurs phases dans le deuil. Hein. Il y a plusieurs phases. Tu les as sentis passer, justement? Je les ai sentis passer, ouais. Ces différentes phases d'abattement, de colère, de tristesse, évidemment, abyssale. Ouais. Je les ai sentis passer. Après, c'est particulier parce que je vis mon deuil. Je dois accompagner le deuil de mon fils. Parce qu'évidemment, lui, il a son deuil aussi à faire. Donc, j'essaye d'être présent pour lui. En même temps, du coup, moi, je vais pas voir quelqu'un. Moi, je m'occupe. Ma priorité, c'est mon fils. À ce moment-là, vraiment, je m'accroche à lui. Je veux qu'il soit bien. Donc, j'ai quand même mon amie Jeanne qui est très présente à ce moment-là. Ouais, mais tu vois pas de thérapeute? Non, c'était elle, ma thérapeute. Je lui disais, je l'avais un moment, je lui disais, t'aurais pu être très riche avec moi si t'avais compté tous les moments où je t'ai appelé. Toutes les séances. En tout cas, séances où, en plus, je pleurais. Donc, parfois, je disais même en rigolant, tu devrais mettre un émoticône pleurs quand je t'appelle. Comme ça, tu sais que c'est moi. Du coup, je prends la décision très rapidement de partir à Bordeaux. En fait, de continuer un peu ces projets de vie qu'on avait ensemble. Oui, ce projet que vous aviez évoqué quand même. Qu'on a évoqué, qui était un peu le dernier qu'on avait tous les deux ensemble. Donc, je vais aller jusqu'au bout du truc et je pars à Bordeaux. Elle part en avril, mi-juin. Je suis à Bordeaux. D'accord, ouais, donc très rapidement. Okay. Très rapidement, ouais. Donc là, nouvelle vie à Bordeaux. Tu trouves un appart? Je trouve un appart. Comment il va, Ohan? Il demande aussi sa maman. Il demande sa maman, forcément. Elle est au moment. Ouais. Donc moi, à chaque fois, c'est un peu des petites balles au cœur que je prends. Rien que d'entendre maman de la bouche de mon fils. Pour moi, c'était une torture. C'était vraiment une torture parce que je peux pas te l'amener, maman. En fait, maman, tu la verras plus, mon fils. Donc à chaque fois, je dois lui dire ça. Moi, je me retiens devant lui, mais tu réussis pour moi, à te retenir de pleurer? Ouais, je pleure pas devant lui. Ouais. J'essaie de pas le faire, en tout cas. Il y a peut-être eu un moment ou une fois où j'ai versé peut-être des larmes, mais pas des gros pleurs. En tout cas, une fois. Parce que je veux pas craquer devant lui. Je suis quand même. J'essaie de jouer un peu les deux rôles. La douceur, la maman, le papa. Mais le papa qui est aussi sensible, mais en même temps. Mais pas que le papa fort, la maman forte, en fait. Sa maman, elle était forte. Donc, il fallait aussi que je lui montre que ce rôle-là, qu'il n'y a pas que l'homme, en fait. La femme a été forte aussi. Sûr. Donc, c'est ce que j'essaie de lui dire. Et puis, lui, il est l'héritier aussi de tout ça, de cette force-là. Bien sûr. Donc, voilà, j'essaie de gérer ça. Et finalement, je me dis, allez, on fait un gros road trip. À peine j'emménage, en fait, qu'on part. Je décide de partir 2 semaines en Corse. Tout seul avec ton fils? Alors, la première semaine, je me dis, je vais y aller. Et je sais que ça tombait plutôt bien, parce qu'en plus, j'ai une amie à moi, ses parents qui louent un truc en Corse, voilà, et du coup, qui me proposent de venir. Comme ça, qui me dit, tu prends l'appart, tu te fais une semaine.
Donc évidemment super, merci beaucoup. J'y vais. Je me dis ça va nous faire que du bien. En plus Alta voulait qu'on aille en Corse, etc. Donc on prend le bateau, on arrive, on voit l'île. Moi je pleure un petit peu en voyant l'île parce qu'évidemment je pense à Alta. C'est mes premières vacances sans elle, c'est mon premier voyage sans elle. Ça commence les premières choses sans elle. Oui, la là, première fois c'est le sans elle. début Voilà. du reste de ta vie sans elle. Ouais, et du coup, il y a un goût amer, mais en même temps, mon fils, lui, je veux qu'il passe de belles vacances, qu'il pense aussi à autre chose, quoi, qu'il essaie de... C'est génial d'être parti en voyage. Ouais. C'était quand même tellement fort dans votre histoire. Ouais. Donc, tu réussis à passer un été... Ouais, un bel été, malgré tout. Mais c'est vrai qu'en plus... Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, partir seul ou des choses comme ça. Et ça, encore une fois, voilà. C'est Alta qui t'entraînait. Évidemment que c'est elle qui m'a entraîné. Mais donc, tu as gardé ça. J'ai essayé de le garder, en tout cas, du mieux que je peux. Et on part 2 semaines. La deuxième semaine, j'ai mes amis aussi qui avaient pris une venir, donc on se réunit tous. On passe une semaine formidable. Et puis après, je pars tout seul à côté du lac d'Annecy. Avec mon fils, voilà. Donc là, tout seul. Oui, c'est ton coéquipier. Hein. C'est mon coéquipier. Là, maintenant, vous faites équipe tous les deux. Et alors, depuis 2 ans, c'est quoi ta vie? Donc, Bordeaux avec ton petit gars, qui a bien grandi maintenant. Ouais. Est-ce qu'il parle encore de sa maman? Enfin, j'imagine que oui, vous en parlez, mais est-ce qu'il la réclame encore? Alors non, le coup de la réclamer, non. Parce que je pense qu'il a compris. J'en ai toujours parlé sans problème. Et je l'évoque même. Ça veut dire que parfois... il mange un truc comme ça, je dis tiens, c'est comme maman. Voilà, je veux pas que ça devienne un tabou. Au contraire, en fait, j'ai vraiment très envie qu'en grandissant, il m'en parle facilement s'il a des questions, des choses comme ça. D'ailleurs, au moment où elle décède, je demande à tous mes amis, d'écrire des histoires ou de ce qu'ils pensaient d'Alta. Voilà, génial, des souvenirs avec elle. Ouais. Ils ont des lettres que j'ai pas lues, que j'ai mis dans une boîte et que je donnerai à mon fils le jour où il me demandera, mais maman, comment elle était. Voilà, c'est trop bien d'avoir fait ça. Ouais, c'est venu un peu tout seul comme ça, cette idée-là. Et oui, je sais que c'est important de le faire. C'est précieux. Ouais, je voulais pas qu'il ait que ma vision, en fait. Bien sûr. Parce qu'Alta, c'est pas que moi, c'est plein d'autres choses. Donc, plein d'autres êtres humains qui ont eu la chance de la connaître et de très bien la connaître. Même avant moi. Et moi, même avant toi, c'était ça aussi qui était particulier, parce que moi, souvent, pendant mon deuil, il y avait pas mal de gens qui me disaient... pendant mon deuil, je vivrai avec. Mais il y a beaucoup de gens qui me disaient mais c'est pour toi que ça doit être le plus dur. Et ça m'énervait un peu parce que je me disais en fait, vous vous rendez pas compte. Moi, peut-être j'ai perdu ma femme, mais quand je prends Adri, Anne-Laure, Margot, toutes les autres, elles ont perdu leur sœur. Elles ont perdu une sœur. Moi, je sais pas ce que c'est de perdre une sœur. Je sais pas ce que c'est de perdre un de ses meilleurs amis. Proche. On peut pas se permettre de dire que c'est plus dur pour l'un ou pour l'autre. En fait, c'est chacun. C'est ce que je dis. Le deuil, c'est très personnel. Il n'y a pas de plus dur. Comment on peut comparer en fait? Et ça m'énerve un peu ce cas de. Il n'y a pas d'échelle de la douleur. Il n'y a pas d'échelle. Évidemment que moi, j'ai mon fils, je dois gérer ça avec mon fils et tout, mais. Je sais que pour Adri, je sais que ça a été très dur. Je sais que ça a été très dur. Quand on vit un deuil comme ça, il y a forcément des maladresses. C'est maladroit. C'est clairement maladroit. C'est jamais, c'est jamais intentionnel. Non, ça part d'une bonne intention justement. Mais c'est aussi un peu pour ça que j'ai envie de parler de ça. Déjà, c'est très tabou. En plus qu'un homme en parle, c'est vrai moi, je sais que pendant qu'elle était malade, je cherchais beaucoup de témoignages d'hommes. Ouais. Je n'ai presque pas trouvé. Vraiment, ça a été très dur pour moi d'en trouver. En tout cas, sur le cancer triple négatif, que quelqu'un perdait sa femme, etc. Et du coup, je trouve que c'est important parce que c'est vrai que je pense que tant qu'on n'a pas vécu ça, on sait rien de tout ça, en fait. Et je trouve ça presque dommage. Et même à l'école, je me souviens, son prof m'avait demandé, mes parents, à la fête des mères, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais dit, il fait, on va pas lui mettre une frustration encore plus. Enfin, il a déjà la frustration de pas avoir sa maman. On va pas carrément le mettre dans une case. C'est celui sans maman, il fait rien pour sa maman. Mais évidemment qu'il fait. Après, l'autre partie, c'est à moi de la gérer. De comment je peux lui expliquer que sa maman voit quand même ce qu'il a fait. Et ça, c'est à moi de gérer. Mais par contre, le mettez pas dans une case ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment là où on s'aperçoit que personne n'est prêt à se retrouver face à des gens qui vivent ces choses-là, que ce soit un enfant, que ce soit un homme. Et je trouve que c'est important de peut-être plus souvent parler de ça pour savoir
plus ou moins pas la conduite exacte et parfaite qu'il faut avoir. Encore une fois, chaque personne est différente, mais en tout cas d'accompagner le mieux possible. Oui, et puis pour simplifier la communication autour de ce sujet, parce que personne n'a envie d'en parler. Non. Mais pourtant on le vit tous. Mais pourtant on le vit tous, et évidemment que les personnes concernées par un proche qui part comme ça, surtout brutalement, surtout aussi jeune, surtout, voilà, c'est l'injustice avec un grand I. Et ben c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas envie d'en parler et de dire le prénom aussi de celle ou de celui qui est parti. Enfin, je sais que moi je reçois beaucoup de parents endeuillés à ce micro, mais c'est la même chose dans le sens où il faut parler de ceux qui sont partis, il faut pas avoir peur de ça. Et au contraire, c'est en les faisant vivre là dans nos récits que ça fait du bien aussi. Toi, ça te fait du bien. Je pense que ça fait du bien aussi à celles et ceux qui nous écouteront et qui auront peut-être vécu la même chose. Toi, tu n'avais pas trouvé de témoignage. Maintenant, ton témoignage, il est là. Il est bien là. Je sais, puisque tu nous l'as dit dans ta note vocale quand tu nous as écrit, que depuis 2 ans, petit à petit, les gens se soucient de ta nouvelle vie, ta nouvelle vie amoureuse, en l'occurrence. Est-ce que c'est des choses qui reviennent ? Est-ce que toi, t'en as parlé ? Est-ce que j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de tabou, ça. Qu'est-ce que l'homme veuf, comment peut-il... Tu vois l'image, mais sûr. Comme de la femme veuve d'ailleurs. Bien sûr. À quel moment a-t-on le droit, d'en parler. En gros, d'en parler, de reconstruire sa vie, de retomber amoureux ? Comme tu disais tout à l'heure, il y a des étapes. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez particulier, le deuil, surtout le deuil 2.0 en fait, parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux, on a tous les gens qui peuvent nous écrire des messages au début sur les réseaux, des choses comme ça. Donc au début, on a quoi ? On a, je sais pas, des centaines de messages par jour. Et puis d'un coup, ça tombe pas à zéro, mais presque. Il y a une espèce de... C'est assez violent ça aussi d'ailleurs. Dans le deuil, c'est quelque chose d'assez particulier. Au début, il y a tout le monde qui t'appelle, qui est encore près de toi, et puis d'un coup, normal, ils vont revivre. Chacun reprend sa vie. Exactement. En fait. Mais du coup, moi, je me retrouve beaucoup entouré, etc. Et d'un coup, je me retrouve aussi un peu face à moi-même, face à la réalité. Je suis seul avec mon fils, mais je suis le seul adulte dans cet appartement à Bordeaux. Et il y a un moment, je me souviens, pendant l'hiver, je fais une espèce de dépression où, à part vraiment donner ce que je peux à mon fils, le reste du temps, pour moi, je fais rien. Je me couche, j'ai juste envie de dormir, j'ai limite envie que le temps passe. C'est très violent pour moi. Et puis, à un moment, il y a un matin, on se réveille et puis on se met au sport. On commence à changer un peu nos habitudes. Mais c'est important de passer par cette étape où on est seul. Je pense que c'est très important. Après, ça peut être aussi un peu dangereux, parce que je pense qu'on peut prendre du plaisir à être seul. Et à perdre l'habitude, en fait, d'interagir. D'interagir. Et puis on a du mal à interagir. Moi, au début, je me force presque à rigoler aux blagues des gens. Je sens que j'ai un truc où je me force à aller voir des gens. Et ce truc forcé, ça m'ennuie un peu. Je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, non, je suis mieux avec moi. Alors que ça a été très dur pour moi. C'est un truc que moi, j'ai jamais été seul, j'ai jamais vraiment appris à être seul. Donc... mais c'est un passage important. Je pense, même obligé, je pense. Dans la reconstruction. Complètement, parce qu'on doit, quand on est amoureux, la personne en face, elle nous donne confiance en soi, elle nous dit qu'elle nous aime, donc finalement on se sent bien, on entend tous ces trucs-là, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus ça. Et je perds confiance, évidemment, je perds tout ce truc-là, je perds la personne qui me soulevait pratiquement, qui me donnait des ailes. Et donc on essaie de faire ses propres ailes à un moment, on se dit bon vas-y, elle est plus là, mais il faut que toi tu y arrives, il faut que toi tu te regardes dans la glace, et donc il y a ça, et il y a cette étape-là, il y a plein d'étapes, avant même cette étape-là d'ailleurs, je fais une étape où je fais un peu n'importe quoi, où j'ai besoin de sortir, me défouler, je fais n'importe quoi. Je bois, je fais toutes les bêtises que je peux. Évidemment, bien m'occupant de mon fils, ou en tout cas en étant sûr qu'il est bien géré à ce moment-là. Et d'ailleurs, mes amis ont été très présents à ce moment-là. Et je vois, il y a cette période où je fais n'importe quoi, et je me rends compte, en plus, je me dis, là, tu fais des choses que ça te sert à rien, ça t'apporte strictement rien, c'est inutile, mais bon, j'ai dû le faire, c'était une des étapes. Et donc, il y a cette dépression, il y a ce moment où je tombe, j'ai besoin de tomber. Oui, et puis tu touches le fond, en fait. Je touche le fond, et j'ai besoin de me remettre dans un cocon, en fait, quelque part renaître. J'ai besoin de mourir, moi aussi. En fait, je meurs. Il faut que je meure pour renaître. Et c'est un peu ce qui se passe. Et je renais, je change plein de choses, je me mets au sport, j'arrête de me mettre dans cette place de veuf, justement. C'était trop présent. C'était quand je sortais avec Ohan, par exemple, et que j'allais amener au parc ou au restaurant, je voyais toutes les autres familles.
Et ça me remettait à ma place et j'étais pas bien. Évidemment, je voyais 2 parents avec leur enfant et c'était très dur pour moi. C'était vraiment très violent. Et en fin de compte, à un moment, je me dis, passe au-dessus de ça. T'es pas qu'un veuf, t'es un papa. T'as ton fils, t'as toi, t'as besoin faut que tu commences à faire des trucs avec lui et arrêter finalement de penser que juste qu'elle n'est pas là et voilà. En fait, je pensais qu'à ça. C'est vrai que c'était très dur. Oui, mais c'est encore frais. Hein. C'est encore frais, c'est très frais. Mais c'est vrai que tu n'es pas qu'un veuf, tu es un papa, tu es un homme de même pas 40 ans, qui a encore plein de choses à vivre. Ouais. Tu es un mec entrepreneur qui a une boîte à faire tourner. Ouais. Et là, ça y est, tu as l'impression d'avoir passé cette étape-là, de t'être un peu retrouvé. Ouais, je me suis un peu retrouvé. Je pense que je suis encore un peu dans ce travail-là. Après, c'est particulier parce que en fait, quand elle part, il y a un peu tous nos projets qui tombent à l'eau. Moi, il y a tous mes projets qui tombent à l'eau parce que cette boîte-là, en fait, c'était pas quelque chose qu'on voyait à long terme. Donc, en fin de compte, en plus, finalement, je me retrouve tout seul. Donc, financièrement, les choses changent aussi. Hein. Côté financier, il est là aussi. Hein, on y pense, hein, voilà, évidemment. Et donc, du coup, oui, je me retrouve. Je suis tout seul. J'ai qu'un salaire. Pour moi, mon fils, c'est plus pareil. Donc, mais bon, je continue comme ça. Pour l'instant, c'est ce qui me permet de vivre et de pouvoir faire plaisir à mon fils. Donc, je continue. Ouais. Mais c'est pas évident. Il y a plein de choses qui tombent à l'eau. Et puis, en fin de compte, à un moment, on se dit bon, allez, pense à ton fils. Là, je pense qu'à lui. Je me dis, vas-y, remplis ton rôle de papa. T'es veuf, ok, mais pour l'instant, t'es aussi papa, et ça, c'est ce qui est le plus important. Ma priorité, c'est mon fils. Et une fois que je commence à être bien, je l'amène voir des pédopsychiatres, une pédopsychiatre. Ouais. Il fait 4 séances, la pédopsychiatre, il me dit, mais il va bien, vous avez tout bien fait. Donc, elle m'a dit, j'ai plus besoin de vous voir. Donc, là, je souffle et je me dis, ça y est, lui, il va bien, l'école se passe bien, il a ses repères, il commence à être bien. Bon, peut-être que tu peux commencer à t'occuper de toi. Et enfin. Et du coup, je commence un peu à ressortir, je commence un peu à me dire juste tout moins ressors, revois tes amis sans forcément pas trouver quelqu'un. En tout cas, voilà, vraiment ça. Et puis, en fin de compte, oui, petit à petit, j'ai un âge où je fais des rencontres aussi. Forcément, il y a on va dire qu'il y a des petites histoires de courte durée. Au début, forcément, je suis pas prêt du tout à me relancer dans quelque chose de sérieux. Puis, de toute façon, je pense à elle. Tous les jours, quoi. Donc, et je lui parle. Tu sens ou tu vois des signes? On en cherche forcément. Justement, quand on était en Corse avec tous les amis, à un moment, on a levé notre verre à Alta et il y a un papillon qui est venu se poser sur le verre à ce moment-là. Et voilà. Et puis ce même papillon, après, j'étais sur la plage avec Ohan, il vient se mettre à côté de nous. Donc bon, ça fait du bien de se dire que voilà, ça fait du bien. Est-ce que c'est un signe d'elle ou pas? Voilà, il y a des choses comme ça, on essaye d'y croire. Après, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'avec Ohan, comme lui, il n'a pas été à l'incinération et ni à cette fête, moi, je suis allé dans les Pyrénées pour mettre les cendres d'Alta au pied d'un arbre, donc à Argelès-Gazost, c'est un endroit entouré des montagnes. Il y a le frère de sa maman qui vit là-bas. D'accord. Et que j'adore, Michel. Et on avait mis sa maman aussi à un pied d'un arbre là-bas. Donc les 2 arbres sont côte à côte. Elle est à côté de sa maman. Et là, pour le coup, c'est là où moi, j'ai décidé qu'Ohan... Tu as emmené Ohan pour faire ça pour avec faire toi. sa petite cérémonie. C'est bien. Se retrouver, se recueillir auprès de cet arbre-là. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ouais, mais c'est important pour lui aussi qu'il fasse son deuil et puis que ce soit concret, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et puis oui, moi je me reconstruis, et puis voilà, petit à petit. Petit à petit. On... ça va prendre du temps. Et puis oui, elle est là et c'est l'amour de ta vie. C'est l'amour de ma vie, ouais. C'est le grand amour de ta vie. Et puis tu sais pas, peut-être qu'un jour tu en connaîtras d'autres, tu en connaîtras en tout cas un autre, un autre grand amour. On peut avoir plusieurs grands amours dans sa vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on construit en tout cas. Je pense que le grand amour, et je pense que c'est ça qui a été fort avec nous deux, c'est qu'on l'a construit notre amour. Ouais. On a vraiment tout construit. Et puis ça veut pas dire que l'un remplace l'autre, ça veut dire que voilà, c'est des phases de vie et évidemment, mais ça tout le monde doit te le dire qu'elle aimerait. Mais aujourd'hui, je suis avec et c'est là où on parle des symboles, des choses de la vie comme ça. Mais aujourd'hui, je suis avec une personne, Jessica, que j'ai rencontrée le même jour que j'ai rencontré Alta. Ouais. Ah ouais. Quoi, ouais. Je disais ça l'autre jour. Je disais tiens, c'est marrant. Je sais que on s'est rencontrés le même jour. Et elle, là où elle est formidable, en tout cas Jessica, c'est qu'elle elle me laisse cette partie-là. Elle sait. Elle respecte énormément ça. Elle me l'a toujours dit. Et ça, c'est une chance parce que c'est vrai que
je sais que je suis pas un bagage très simple. Hein. J'arrive, voilà, comme on disait, veuf avec un enfant. C'est pas. Je pense que quand on veut commencer une relation avec une personne, on va peut-être pas forcément chercher. On arrive tous avec nos bagages. Ouais, voilà, ouais. C'est... Bah, j'ai pas, voilà, c'est ça. Mais Bah oui. je me dis que j'ai pas le plus simple et je comprends qu'il y ait des filles. Non, j'ai eu des filles qui m'ont dit. Que c'était pas. Qui me disaient, non, t'as un enfant déjà. déjà. Ah oui, ouais, ou des choses comme ça. Ouais, puis, tu sais, ça permet de filtrer à la fois. Bien sûr. Non, mais j'ai même eu une relation avec une personne qui connaissait un peu Alta, qui nous avait entreaperçus tous les deux un moment. Et puis elle m'a dit, mais vous étiez le couple parfait. Et au début, elle disait, non, mais comment je vais être après Alta. Enfin, donc je comprends. Mais en même temps, voilà, pour moi, c'était pas facile non plus de me dire que est-ce que quelqu'un va vouloir accepter tout ça. Et évidemment, voilà, aujourd'hui, je suis avec Jessica. Donc là, tu es avec quelqu'un depuis combien de temps, du coup ? Ça va faire 7 mois. Ah ouais, ça va faire 7 mois. Génial. Ouais. Ça doit te faire beaucoup de bien ça me de fait voir que c'est possible. Ouais, ça me fait du bien. Mais j'ai toujours cru. Et puis, en fait, quelque part, je me suis toujours dit, si t'arrêtes de vivre, si t'abandonnes, c'est comme si t'insultais Alta. C'est comme si t'avais rien compris à qui elle était. Parce que c'est elle qui a pas eu de chance. C'est elle qui est plus là. Moi, je suis là encore. Moi, je peux encore avoir des souvenirs. Je peux encore embrasser mon fils. Je peux encore vivre avec mes amis. Je peux rigoler. Je peux faire l'amour. Tout ce qui nous fait sentir vivant, encore comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que ça serait très insultant et dire que j'ai rien compris à qui était Alta, de m'arrêter de vivre et de laisser tomber. Ouais. Je peux pas faire ça. Je peux pas lui faire ça. Merci beaucoup, Vag. Merci à vous. Pour ce récit chargé en émotions et en souvenirs. Embrasse très fort Owen pour moi et remercie-le pour ce magnifique dessin qu'il m'a fait. Je vais le garder précieusement. On embrasse tout ce village de sœurs et de potes, tous tes potes là qui ont été autour de toi et qui ont tant aimé Alta, qui a été peut-être un peu aussi dans ce studio aujourd'hui. On embrasse tous ces gens qui t'ont soutenu, qui te soutiennent encore, et tous ceux qui sont autour d'Ohan aussi et qui vont faire que Ohan va devenir un petit garçon, un jeune homme et un homme, comme je disais tout à l'heure, héritier de la force de sa maman et de ses 2 parents. Merci, je pense que ce récit, effectivement, il y en a très peu, des récits d'hommes sur ce thème-là, et je suis très honorée et très fière que tu aies choisi mon micro pour le faire, surtout que donc Alta était une auditrice apparemment assidue de Bliss, donc c'est étrange de se dire que quelque part ma voix et la voix de toutes celles qui t'ont précédée lui sont arrivées à un moment et qu'elle était aussi forte de tout ça. Donc quelque part on fait un peu partie de la même famille, sais, c'est une grande famille, donc c'est très émouvant pour moi d'imaginer ça. Pardon, je vais essayer de finir cette interview sans trop pleurer. Merci encore, rentre bien à Bordeaux. Merci. Belle vie à toi et à ton fils. Merci beaucoup. Bisous Vag, merci beaucoup. Bisous. Merci. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore tellement à Vag pour son témoignage bouleversant, plein d'amour et de joie malgré tout. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Et puis bien sûr, long live the bliss. Invisible.